Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants. Quand il m'a rencontré, il m'a dit, tu sais, ça fait des années que je t'attends, mais de toute manière, j'avais pas peur. Je savais que je te rencontrerais. Je peux plus parler. Je deviens rouge comme une pivoine. Pimpon, les pompiers au secours. Et elle, me voyant piquer un gros phare, elle pique un phare aussi. Mais aussi pour mieux comprendre ses parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. Nos parents nous ont beaucoup donné, c'est sûr, d'amour et d'affection. Mais je pense que c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est une question de regard. À mon avis, il ne pourrait pas vivre sans voyager. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Une fois n'est pas coutume, c'est un couple qui va me rejoindre. Leur histoire ressemble à une véritable comédie romantique, jalonnée de mise à l'épreuve. Imaginez un peu, leur voyage de noces, par exemple, a duré 3 ans, traversant l'Afrique à pied, sur plus de 14 000 km. Naturellement, au bout de ce périple sentimental, viennent les enfants. Mais peut-on avoir des semelles de vent et vivre en famille? Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Ça fait plaisir. Vous savez que vous êtes un couple mystérieux pour moi. Mystérieux. On va lever le mystère. Ah oui, j'ai besoin de comprendre. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Café, thé, orange, carotte. Bah, je vais en prendre. J'ai goûté ça. Orange, carotte. Orange, Et vous, carotte. café? Oui. Je dis que vous êtes un couple mystérieux. Pourquoi? Parce que, vous le savez, en France, un mariage sur 2 se solde par un divorce. Ouais. Alors donc voilà, c'est difficile de vivre à deux à notre époque. Et vous, ça fait 24 ans que vous vous connaissez. 24 ans que vous êtes un couple. Et alors, vous avez fait quelque chose de très particulier. C'est que vous avez mis à l'épreuve votre histoire d'amour. On peut dire que vous avez vécu ce qu'on peut vivre de plus compliqué pour un couple, finalement. 24 heures sur 24, dans des conditions très difficiles où, normalement, tout peut exploser. Vous êtes sûr? À tout moment. On a appris à se mettre au diapason. Hein. Donc on s'écoute, on est tout le temps ensemble. Donc on ne peut pas s'échapper l'un de l'autre. Donc on n'a pas le choix aussi, on doit s'entendre. Ah, c'est ça, c'est peut-être ça. C'est un peu une obligation. Ah. Est-ce que vous êtes convaincu que dans votre histoire, il y a des enseignements qu'on peut tous tirer finalement? Ouais, évidemment. Bien sûr, parce qu'on est tout à fait normaux. Hein. Vous êtes normaux? Ah ouais. Moi, vous êtes des extraterrestres. Non, on est... D'abord, votre coup de foudre, pardon. Hein. Votre coup de foudre, c'est à Hollywood, ils cherchent tous les jours une comédie sentimentale. Je pense qu'il va falloir qu'ils s'inspirent de votre histoire. Ben, c'est du réel, hein. C'est vraiment arrivé dans la vraie vie. Ouais, mais attention, hein. Il y a des épreuves, hein. Il y a des obstacles. Hein. C'est pas vrai toujours. Ah non, Non, on est comme tout le monde, hein. On a Faut- une vie normale. Et maintenant, il y a une nouveauté, c'est que on est 24H avec nos enfants aussi. Ça, c'est encore plus dur. Et ça, c'est beaucoup plus dur. Ah oui. On est monté d'un Donc vous grade. cherchez des difficultés, en tout cas si vous y arrivez, vraiment, nous on doit y arriver. Ouais. Donc on va raconter évidemment comment vous êtes rencontrés, comment on peut être persuadé au premier regard que c'est quelqu'un pour la vie, comment ce garçon a fait des choses assez incroyables, il y a du Alexandre Jardin en lui. Un petit peu, Hein, c'est vrai. c'est la première fois qu'on se rencontre et ce que je vous ai demandé de faire, c'est de m'envoyer des photos de votre existence, de votre vie. Je me suis permis de les exposer dans l'atelier et on se retrouve juste après dans le salon. Ça vous va? Impeccable. Allez, je vous laisse y aller. Merci. Oh, trop mignon. Ça, c'est un jaseur boréal. Petit oiseau. What are we fighting for? We swing and watch 'em go La fierté du pêcheur. Tu sais, j'ai un souvenir de cette truite gigantesque, genre grande comme ça. Quoi. Alors que bon, elle était... Quand même assez petite. Ouais. Ah, ça, c'est une petite photo de vacances. Ça, c'est une petite photo. Oh. Ils ont eu le temps de trouver ça. You and I on gold. Oh. Tell me, Un are petit we papa. living? Eh ben oui, ce jour-là, t'as dit oui. It's hard to know Non, t'es jeune. when to give in. Ah, j'ai pris un sacré coup de vieux. J'ai ramassé. I will always want you, even when I'm on my own. You're aching in my bones. Qu'est-ce que c'est l'émotion qui domine quand on voit comme ça 2 vies défiler, les vôtres? Le miracle de la vie, l'existence, le mystère des choses non planifiées par nous et qui s'orchestrent de façon magique. Sonia, qu'est-ce que vous ressentez? C'est que du bonheur. Je suis étonnée d'avoir vécu déjà tout ça, en fait.
Parce que je me sens jeune encore. Mais ça fait quand même 25 ans que je le connais. Sonia, quand vous voyez cette petite fille enfant, si on imagine que l'adulte qui est là en face de moi avait pu lui souffler quelque chose à l'oreille, vous qui connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Je lui aurais rien dit. Je l'aurais laissé découvrir. C'est sûr que quand j'étais enfant, il y a eu des moments dans ma vie, notamment scolaire, où j'ai eu des moments un peu difficiles, où je ne travaillais pas bien à l'école et tout. J'étais un peu désespérée. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis vraiment bonne à rien. Et je me souviens, j'étais en pension, je pleurais dans mon lit parce que j'avais m'étais encore pris une tôle en maths et j'étais un peu désespérée. Et il y a la pionne qui passe et qui me dit, qu'est-ce qu'il y a, Chassin, là? Pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, oh, j'ai encore eu une mauvaise note. Gna gna. Et elle me dit, non, 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 vous allez avoir une super belle vie. Dites pas ça, c'est pas important ça. Une prophétie. Ouais. Et ben c'est vrai qu'à ce moment-là, si quelqu'un m'avait dit, t'inquiète pas, on s'en fout des maths, tu vas avoir une vie super. Alexandre, quand vous voyez ce petit garçon, si l'adulte qui est en face de moi avait pu lui souffler quelque chose à l'oreille, vous qui connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Je sais pas, je lui aurais dit, n'aie pas peur. Le monde n'est pas une grande machine qui va te broyer. Ton voisin n'est pas ton ennemi. L'étranger n'est pas étranger. N'aie pas peur, n'écoute pas ce qu'on te dit. Dès leur enfance, les parents de Sonia et Alexandre paraissent les prédestinés à se rencontrer. De son côté, Sonia grandit à Paris, entourée de son père Claude, directeur artistique d'un grand couturier, et de sa mère Dagmar, d'origine slovaque, ancienne résistante et réfugiée politique à 24 ans. L'aventure et le courage semblent visser au corps de Sonia. Au même moment, Alexandre grandit au Québec auprès de son père, directeur financier. À ses côtés, il attrape le virus des grands espaces et de la nature. Il n'en faut pas plus pour faire naître en lui le goût de l'aventure. Tous les week-ends, on partait dans des camps de pêche, des petites cabanes en rondins au fond des bois. Et mon père m'a appris la pêche sur des kayaks, des canoës. C'est hallucinant quand j'y repense. Il me laissait, j'avais 7 ans, 8 ans, il me laissait toute la journée partir en canoë-kayak sur des lacs à perte de vue. Mes parents avaient une confiance incroyable, une insouciance, où ils me laissaient sur une rivière, sur un rocher, sur une rivière où il y avait des billes de bois qui passaient. Si j'avais glissé, que j'étais tombé à l'eau, on n'aurait même pas retrouvé mon corps, quoi. Et alors Sonia, pendant ce temps-là, vous grandissez où? Moi, je grandis à Paris. Je suis parisienne. Et, Votre maman vient? Et ma maman vient de Slovaquie. Sauf qu'à l'époque, c'est la guerre froide. Sauf qu'à l'époque, c'est la guerre froide, il y a le rideau de fer. Et à l'âge de 8 ans, ma maman m'a envoyée toute seule passer les vacances chez ma grand-mère pour que je rencontre ma grand-mère slovaque. Et donc, je ne parlais pas un mot de slovaque, moi. Et elle me mettait dans le train à la gare d'Austerlitz. Et elle expliquait un peu aux gens qui étaient dans le compartiment, voilà, cette petite fille va voyager jusqu'en Slovaquie. Alors, je vous demande de prendre bien soin d'elle. Le lendemain, on traversait le rideau de fer, et là, c'était quand même quelque chose de très impressionnant. J'étais candide, je ne me rendais pas compte de ce que ça représentait, mais je sentais que les adultes qui étaient avec moi avaient peur. Je sentais la peur, et donc on nous faisait sortir des wagons, on ouvrait toutes les valises, on cherchait rien, il n'y avait rien à trouver, mais ils cherchaient un peu pour nous impressionner. Il y avait des chiens policiers qui passaient, il y avait des miradors, enfin, c'était quand même... C'est Nikita, quoi. C'était vraiment flippant. Et j'arrivais le lendemain vers 10h, et il y avait ma grand-mère, j'étais pas au terminus, hein, qui m'attendait sur le quai, qui m'attrapait, qui pouvait même pas me reconnaître, qui m'avait jamais vue. Donc ça, et après... Vous vous rappelez de cet instant? Ah oui, je me souviens. Vous dites quoi dans votre tête à ce moment-là? J'ai pas peur, c'est incroyable. Hein. L'adolescence marque un dur retour à la réalité pour Sonia et Alexandre. La jeune fille, dès ses 11 ans, est envoyée au pensionnat de la Légion d'honneur grâce à son grand-père, le général Chassin. Sonia n'y trouve que des filles, des règles strictes et des uniformes. Elle courbe l'échine. De son côté, à 12 ans, Alexandre quitte les profondes forêts canadiennes pour la banlieue ouest de Paris. Non seulement ce changement de vie fut brutal, mais il va s'accompagner d'une épreuve décisive. Alors, on ne peut pas oublier ce qui vous est arrivé à l'âge de 13 ans, Alexandre. Donc là, c'est un accident qui va changer totalement votre manière de voir le monde. J'étais cours d'école, 5e. Un gamin me tombe sur la tête, du haut de sa hauteur, et crac, le cou cassé. Et là, j'étais à 0,9 mm de section de moelle épinière, c'est-à-dire paralysie tétraplégie. Et là, ça a été un an d'opération d'appareillage. On m'a fait ce qu'on appelle une arthrodèse. On m'a pris un greffon osseux ici, et qu'on m'a mis là. Et j'étais censé ne plus jamais pouvoir remarcher. Ça, vous vous rappelez du moment où on vous dit ça? Ah oui, non, mais il y a un médecin qui dit « Mais madame, je comprends pas, cet enfant, je vois la radio, il ne devrait plus pouvoir marcher. »
Et là, manifestement, bouge les jambes, petit garçon. Et je bouge les jambes. Et ben voilà, c'était un peu un miracle déjà. Et j'ai passé 1 an à Garches, dont je garde un bon souvenir. Alors attendez, 1 an dans un hôpital, pour Ouais. un petit garçon qui a grandi dans les grands espaces, Oui. vous vous rappelez d'aucun moment d'angoisse? Si, le réveil. Le réveil de l'opération, c'est quelque chose de cauchemardesque. C'est-à-dire Je suis accroché au lit, dans une espèce de carapace. J'ai 4 vis qui me rentrent dans la tête. J'ai cette plaie béante sur laquelle je suis appuyé avec mon poids. Je suis accroché au lit, je ne peux pas bouger. J'ai des drains partout. Enfin, grand accidenté. Et là, je suis un petit garçon. Et les nuits sont interminables. Et j'appelle. Et je me souviens de ma mère. C'est fou, ça ressort. Ouais. Je me souviens, elle me passait un gant de toilette glacé sur le front. Et c'était la seule chose qu'on pouvait faire pour moi. Qu'est-ce que cette épreuve va changer dans votre perception du monde? Est-ce qu'il y a une notion de l'instant présent à ce moment-là, de tout peut s'arrêter? Non, plutôt le challenge. Plutôt le challenge. Tu ne marcheras jamais, tu feras jamais de sport, ta vie est finie. Ah ouais, je marcherai jamais. Et depuis, j'ai marché 25 000 km peut-être. Et c'était pas du tout prévu. Hein. La marche, j'aimais pas ça. Hein. C'est pour ça que je La rigole marche, un peu c'était comme pas ça. mon truc. Attendez, je viens de réaliser quelque chose d'incroyable. C'est qu'effectivement, vous avez marché des milliers de kilomètres et vous continuez, on va le voir. Et je viens de réaliser en vous écoutant en fait qu'on vous a dit que tu ne marcheras jamais. Vous Et la marche, aviez c'était fait le pas mon rapport truc. entre les deux? Non, bah oui, aujourd'hui sur un canapé. Sérieusement? Allongez-vous, monsieur, ça va bien se passer. Juste l'adolescente que vous étiez, vous diriez quoi? Très sage. Sage. Ouais, très Donc- sage parce que pension, Légion d'honneur. peu Légion carré. d'honneur? Ouais, Légion d'honneur. Ça veut dire quoi, Légion d'honneur? C'est une école extraordinaire Ah bon? où il n'y a que des filles. Donc strict? Strict, mais beaucoup d'amour. Hein. Mais les conditions étaient un peu, à l'époque, un peu plus spartiates. C'est-à-dire que on dormait, on était 200 dans les dortoirs quand même. Hein. Le matin, il y avait de la glace sur les vitres et tout. C'était frisqué, quoi. Ils mettaient pas le chauffage toujours, quoi. Mais du coup, c'était là, beaucoup de camaraderie, c'est une école merveilleuse que j'ai adorée. Mais du coup, j'ai un peu oublié la petite aventurière que j'avais commencé à être petite. Avant de parler de cette rencontre, quel rapport vous aviez avec l'autre sexe, l'un et l'autre? Vous étiez à l'aise, mal à l'aise, timide, avant cette rencontre? Alors moi, j'étais plutôt à l'aise, même si j'étais dans un bahut de garçons, il n'y avait que des garçons. Mais les filles, c'était plutôt le week-end, mais j'en voyais peu, ça ne m'intéressait pas, si c'était pas la bonne. Donc vous acceptez l'étiquette de romantique déjà? Oui, oui, oui. À ce Ah oui, moment-là. même je la cultivais. J'écrivais des poèmes. À qui? À personne. À ma future, à la promise, à l'élu. À Passy-Buzenval. On était drôle, en quand même. 4e, je crois. On avait été tous emmenés en car à Paris pour assister à une conférence où il y avait eu un auteur dont j'ai oublié le nom. Et cet auteur nous avait parlé, il nous avait dit, vous savez, votre femme, là, à l'instant où je vous parle, elle vit, son cœur bat, quelque part sur Terre. Et comment vous l'imaginez? Je vous demande de fermer les yeux, pensez 5 minutes, projetez-vous, qui est-elle? Ça, c'est en conférence. Ouais, on conférence. Alors, on avait tous... Et là, vous fermez les yeux. voilà, et on l'avait imaginé. Et vous, Et moi, j'avais imaginé une grande blonde. Sérieux? Oui, Sylphie, de la princesse, quoi. Non, mais vous savez ce qu'il m'a dit quand il m'a rencontré? Il m'a dit, tu sais, ça fait des années que je t'attends, mais de toute manière, j'avais pas peur. Je savais que je te rencontrerais et que tu étais quelque part dans le monde. Pendant ce temps-là, vous êtes quel genre de jeune fille et vous vous projetez comment dans Bon, l'amour? moi, je suis alors déjà en pension. Alors nous, on parlait que de garçons, hein, parce que nous, on fantasmait à mort. Alors, il y en avait une, elle en avait vu un l'été, elle nous racontait, on en parlait sur les lits. Et c'était la grande prêtresse, elle s'asseyait sur le lit, toutes les copines venaient autour et on écoutait. Et elle nous racontait, et nous, on était toutes suspendues à ses lèvres. Intéressant, parce On était passionnés. Hein. pour comprendre cette rencontre et cette charge émotionnelle qui va donner comme ça 25 ans d'amour, 2 enfants et encore Et une c'est fois que le début. une vie extraordinaire, c'est que je vois ce qui vous prépare. Donc il y avait la question du fantasme, parce qu'en fait c'est ça, il y a de la Bah, projection. nous, Il y a beaucoup de projections. on rêvait de l'amour, ça c'est sûr. Les deux idéalistes font bien d'attendre car bientôt ils seront réunis. Sonia a 20 ans, Alexandre lui 22 et des fourmis dans les jambes. Avec son ami de toujours, l'écrivain voyageur Sylvain Tesson, il projette de partir en vélo faire le tour du monde. Mais pour cela, Alexandre a besoin d'argent et retape des appartements. Et là,
J'ai un copain qui me dit « Viens, j'ai besoin d'un chauffeur ce week-end ». Il n'avait pas son permis, j'avais mon permis. Pour une fête avec plein de jeunes. Je dis « à quoi ça sert, à quoi ça sert Viens, détends-toi ». Vous êtes du genre à dire à quoi ça sert de faire la fête. Voilà. Et il m'entraîne à cette fête. Et il donne rendez-vous sur le trottoir à Paris. Moi, j'étais en bas de la chambre de bonne que je retapais, rue du Colisée. Voilà. Et lui est arrivé en retard. Alors moi, j'attendais comme ça. Et en lieu et place de mon copain, eh ben, il y a cette créature qui est arrivée droit sur moi. Qui venait pour les mêmes raisons. Voilà, Oui. elle venait à cette fête. Mais il Alors, m'avait peut-être pas on a dit. l'autre point de vue. Vous êtes en train d'arriver au rendez-vous. Pourquoi? Alors j'ai un gros chagrin d'amour. C'est mon premier amoureux, ça se passe pas, ça s'est terminé, c'est dur. Et donc mon copain Franck me dit arrête de pleurnicher, viens ce week-end, c'est super et tout. Je dis oui, je dis au début oui, puis après je me rétracte. Et je suis censée réviser mes examens. Moi je passe mes examens le lundi. Hein. Et il me dit ah non Sonia. Ah non Sonia, tu peux pas faire ça. T'as dit que tu venais, tu restes une demi-heure, 1 heure. T'inquiète pas, on te raccompagnera, tu rentreras travailler, mais tu as promis de venir, ça se fait pas, il faut que tu viennes. Et je lui dis mais elle est où ta voiture? Il me dit ah non, j'ai pas de voiture, c'est un copain qui nous accompagne. C'était le copain. Donc en fait, on s'est rencontrés tous les deux dans la rue. Donc là, on va faire un arrêt sur image. Donc, vous la voyez. Voile noire. Je C'est-à-dire- perds mes moyens. C'est sérieux? Voile noire, voilà. Je peux plus parler. Je deviens rouge comme une pivoine. Pimpon, les pompiers au secours. Et elle, me voyant piquer un gros phare, elle pique un phare aussi. Et on est tous les deux l'un comme l'autre à bafouiller. Et donc je comprends qu'elle avait rendez-vous au même endroit avec la même personne. Et il est arrivé sur ces entrefaites pour nous sauver de la situation. Et je me souviens, je monte dans la voiture, je le regarde plus parce que là, faut attendre que Les ça vapeurs de descende. vapeur. Je m'assois à côté comme ça là, et je regarde ses mains sur le volant, je vois ses belles mains là, comme ça, des belles grosses mains. Et je regarde comme ça et je me dis, il s'appelle comment? Et j'entends, parce que j'entendais même pas, elle me dit, il s'appelle Alexandre Poussin. Je dis Poussin, celle qui l'épousera, faudra vraiment qu'elle l'aime. Hein, parce que- Vous l'avez pensé? Ah ouais, mais j'ai pas pensé que c'était moi que j'allais l'épouser. Hein. Et alors le week-end, il y a eu un moment dont je me souviens très bien, l'image, là encore, une partie de croquet. Et elle, pas du tout intéressée par le croquet, elle est assise dans l'herbe au milieu des pâquerettes, et elle cueille les pâquerettes. Alors elle était en tailleur, elle était assise comme ça, et je la vois chorégraphiquement cueillir les pâquerettes comme ça. Clic, Est-ce que vous savez qui vous regarde elle faisait... à ce moment-là? Non, moi j'étais là à fond, je veux Non. gagner. Non, moi, c'est marrant parce que moi, je le voyais, il parlait beaucoup et tout ça. Tout le monde était un peu. Il y avait plein de jolies filles là qui étaient en train de dire oh, comme ça. Puis moi, je ne montrais pas du tout que j'étais intéressée. Alors, moi qui devais rentrer, qui devait rester 10 minutes, petite demi-heure et puis qui rentrait, finalement, j'allais un peu rester quand même. Bon, on pense que là, tout est plié, que c'est bon. En fait, pas du tout. Ah non, attendez, rien n'est plié. On va se coucher. Il y a donc je dors avec une jeune fille que je connais pas. On partage le lit et tout. Je dors tout en haut. Et il y avait un œil de bœuf. Et puis moi, je sors de la douche. Et puis là, je vois un dingue assis Montez sur le dans toit. l'œil de L'œil bœuf. de bœuf, c'est cette fenêtre dans le toit. Hein. Ouais. Et il avait grimpé par l'extérieur. Et il appelait. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? J'appelle les chouettes. Tu vas voir, elle va venir. Elle est venue. Non, le ridicule. savez appeler c'est les chouettes Oui. Le ridicule, c'est si elle n'était pas venue. Bah voilà. Donc je jouais gros. Et moi je suis redescendu. Non, t'es elles ont pas pas redescendu voulu, par d'ailleurs. l'extérieur. J'ai Bon. dit, ça va pas, non? Tu vas pas redescendre? Non, mais le grand fou, quoi. Non, je dis, non, bah non, tu vas Donc, tu vas elle prendre le s'inquiète ciel. pour vous et ça vous plaît? Ah oui, ah voilà, tout de suite, ça y est. J'ai dit, waouh, elle m'aime. J'ai dû quitter le week-end parce que j'avais ma parti chambre de plus bonne tôt. à refaire. J'ai dit, c'est bon, j'ai dansé, j'ai vu les filles, elles sont sympas, il y en a une qui me plaît, mais bon, j'ai du taf quand même, j'y retourne. Je pars, je crée une frustration sans le vouloir. Sans le Non, vouloir. non, après coup, mais Sans en le vrai. vouloir. Non, En non. vrai. Non, non, moi j'ai du taf. J'ai ma chambre D'accord. à finir, j'ai un contrat, il faut que je finisse. Je me dis, mais attends, je croyais qu'il lui plaisait. Moi, je devais pas rester ce week-end, je suis bien restée parce qu'il me plaisait un peu quand même. Et là, l'autre, le mufle, il part avant la fin. Et parce qu'il a des trucs à faire. Parce que moi, je suis pas un truc intéressant, quoi. Et là, moi, je suis allée chercher chez lui, là où il était. Il s'y attendait pas. Elle monte, parce qu'elle habitait pas loin du lieu de rendez-vous, elle m'apporte une tasse de thé dans une vaisselle anglaise du 18e raffinée, avec des petits gâteaux. Et j'ai dit, t'as faim? C'est bien, t'es un peu fatigué. Mais je m'en vais, hein, je te laisse, t'as du travail. Hein. Et hop, je suis repartie. Vous êtes trop fâchée. Elle crée la frustration. Eh oui. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Moi, je suis resté avec ma tasse de thé. Alexandre. Qu'elle est belle, qu'elle est gentille, qu'elle est attentionnée, qu'elle est merveilleuse. Et pof, le clou a été enfoncé un peu plus. Le Bon. week-end d'après, elle a apporté une petite lampe. Le week-end d'après, elle a apporté de la musique. Mais vous avez le sens de la lenteur l'un et l'autre. C'est une éducation? Ouais.
Mon grand-père m'avait toujours dit, on travaillait dans l'atelier, ce qui doit être fait doit être bien fait, doit être fait lentement. Je n'attendais que toi, moi cigale en amour, le cœur à la dérive. Aimant au jour le jour, je ne m'enchaînais pas, rêvant que tu arrives. 3 mois se passent jusqu'à ce que Sonia apprenne qu'Alexandre fréquente une autre fille. Un désaveu terrible dans ce temps de la découverte amoureuse. Sonia ne s'en remet pas et rompt tout contact avec Alexandre. Conscient de sa méprise, le jeune garçon est alors prêt à tout pour reconquérir Sonia. Il ira même jusqu'à changer d'identité. C'était donc le chevalier du Zin qui a commencé à lui faire une cour éperdue. Elle est tombée en quelques mois, j'imagine, tombée amoureuse de ce personnage fictif. Ça en quoi? Vous écriviez des poèmes anonymes? Ah non, mais c'était limite harcèlement. Hein. Non, Aujourd'hui, c'est là, pas si là, pénal. là, là, je vais vous dire, en fait, là, j'étais avec mon père et mon père était mon complice. Il était trop content d'ailleurs qu'on fasse la cour à sa fille. Moi, j'avais un peu peur parce qu'il a une écriture illisible, torturée presque, et où il imprime sur le papier, il écrit très fort et tout. Donc, et il écrivait des poèmes. Mais je montrais, je dis quand même, reconnais que si je lui montrais un graphologue. Il dirait peut-être, il me dirait peut-être, fuyez, c'est un dangereux psychopathe, quoi. Et donc, ça a duré longtemps, cette histoire. Hein. Je faisais un voyage d'études au moment de l'exposition universelle, sous mon oreiller à Séville. Hein, il n'était pas là du tout. Je vous trouve un message avec un petit cadeau et tout sous mon oreiller, dans ma chambre. J'ai dit, oh là là, c'est quoi ça? Il s'est pas signé. Non. Enfin, mais si. vous doutez que c'est toujours la même écriture. Alors quand j'appelle chez lui, par exemple, j'appelle en disant est-ce qu'Alexandre est là? Et là, il y a sa sœur qui me dit mais non, pas du tout. Tout le monde était au courant. Non, pas du tout. Tu sais bien qu'il il fait ses études à Grenoble. Il n'est pas là. Il rentre que le week-end. Donc ça pouvait être que lui, mais tout le monde me disait que c'était pas lui. Alors j'étais un peu. Le bouquet de fleurs à Assas. Ouais, j'allais à la fac et puis j'étais dans l'amphithéâtre où il y a 2000 personnes. J'étais devant et tout. J'écoutais un peu quand même. Et puis quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Dans un amphithéâtre, devant tout le monde. Ouais, il y a un grand bouquet de fleurs, de roses. Qui avait été passé de main en main. Qui était passé de main en main, de tout en haut, qui avait descendu. Et il y a le prof qui dit oui, bah prenez-le, mademoiselle, maintenant, et vous arrêtez de déranger le cours. Et moi, j'avais disparu. J'avais disparu, enfin, je m'étais caché. Moi, je m'imagine disparaître avec une cape et alors, sur les toits. Mais qui c'est? Qu'est-ce qui t'a donné ce bouquet? Alors, il me dit, bah, c'est pas. Puis alors, je remontais, je faisais mon enquête. Et les gens disaient, c'est un petit gros, c'est un grand fin, c'est un brun, c'est un Donc, il y avait blond. du mystère. Et moi, je reprenais mon TGV. C'est une leçon de séduction que vous êtes en train de Je reprenais mon TGV, je repartais à Il Grenoble. faisait l'aller-retour. J'étais venu de Grenoble uniquement pour le bouquet de fleurs. Parce que ça m'avait travaillé toute la semaine. Je dis, ouais. Et puis, il organisait des jeux de piste. Donc, la nuit, à 10h30, je recevais un coup de fil d'un anonyme de quelqu'un que je ne connaissais pas qui me disait... C'était bien avant Amélie Poulain, tout ça. Ah, c'était avant Amélie Poulain. Notre Jean-Pierre histoire. Jeunet s'est inspiré de notre histoire. Et donc, on disait, allez devant la boulangerie Julien et vous verrez, il y a un message qui vous attend sous la porte. Alors, moi, je dis, je ne vais pas, j'y vais pas. Et mon père me dit, mais bien sûr que si qu'on va y aller. Alors lui, il avait déjà mis son impair et tout, en disant, allez, viens. Et donc, à la fin, comme ça, il y avait un vrai petit jeu de piste partout dans tout le quartier. Et à la fin, c'était un billet pour aller voir l'opéra, l'Élixir d'amour. à Lyon. À Lyon. Et là, il vous attend sur le quai? Ben là, il faut aimer L'imprévu? l'imprévu, il faut aimer le ridicule aussi un peu. Il faut aimer l'aventure. Il arrive déguisé en Othello. Quand même, sur le quai de la gare, avec à la gare de Lyon. un vendredi soir où tout le monde descend et tout ça, en collant, moulant blanc. Et derrière, un copain qui pousse le caddie parce qu'il n'a pas trouvé de cheval, il n'a pas pu rentrer avec le cheval dans Donc il est en caddie, habillé comme ça. Recouvert d'un drap blanc. Et donc il arrive avec son bouquet de fleurs comme ça. Alors là, vraiment, on se dit, ouais, est-ce que j'aime ce garçon vraiment? Est-ce que je suis prête à tout ce qui va avec, quoi? Parce que c'est le package, quoi. Le couple est à peine reformé et Sonia tout juste rassurée que bientôt elle est encore mise à l'épreuve. Alexandre et son ami Sylvain ont réuni la somme nécessaire à leur tour du monde. Ils partent pour 1 an. Sonia, consciente qu'elle ne peut empêcher la réalisation de ce rêve, pose cependant un ultimatum à Alexandre. Dans 1 an, si tu n'es pas là, je suis libre, moralement. Vous êtes tranquille ou inquiet? Ah, très tranquille. Et vous, comment? Il est tellement tranquille qu'il me dit comme ça en passant, tu sais, je vais te parler d'un type incroyable qui était très amoureux d'une fille et tout. Et ils ont failli se fiancer. Et puis finalement, il y a eu la guerre ou je sais pas quoi. Et il est parti. Et puis entre-temps, elle s'est consolée avec quelqu'un d'autre. Et quand il est revenu, elle s'est mariée sur un grand bateau. Et il est venu dans un petit canot. Il s'est mis en smoking et tout ça. Et il s'est suicidé devant elle.
Alors, quand il dit qu'il était tranquille, je dis moyen quand même. Mais j'avais dit ça comme ça. Ouais. Comme ça. Donc, à l'époque, il n'y a pas Internet, hein, il n'y a pas les téléphones Non. portables. Comment vous Non. communiquez pendant 1 an? On connaît pas Des lettres. des lettres, mais qui recevais- arrivent 3 mois plus tard. Je reçois une lettre par semaine avec des poèmes. Au début, Alors, simplement. À croire qu'il en avait mis un peu d'avance. Il en avait préparé pour que ça arrive Il est son ponctuellement. petit quand stock même. de poèmes. Voilà, il avait un petit stock à mon avis quand même. Non, mais- Et j'en recevais tout le temps. Parce que votre histoire d'amour est magnifique, pas seulement la rencontre jusqu'à aujourd'hui, on va voir tout ce que vous avez fait ensemble, mais au fond, est-ce que cette relation épistolaire va jeter les bases de quelque chose? Oui, je crois vraiment à l'amour d'absence, parce que l'amour d'absence, c'est sublimer, magnifier la relation. On la fantasme, on l'idéalise, on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, à ce qu'on veut faire. Et puis, C'est le contraire de ce qu'on vit aujourd'hui, où c'est tout. c'est l'inverse du speed dating. C'est sûr que Vous, c'est le très slow dating. Et ce qui était incroyable, c'est qu'il n'avait pas de réponse en plus. C'est-à-dire qu'il était tout seul. Oui, Il parce envoyait que- les Parce lettres. qu'évidemment, vous bougiez, donc Ouais, moi, je pouvais pas. ça devait être frustrant pour vous. Non, parce que je suis une feignasse. J'ai horreur d'écrire, j'écris très mal. Hélas, honnête. J'ai pas, très honnête. Mais j'ai pas son talent d'écriture aussi. Mais elle Donc, m'a fait un coup pendable. C'est-à-dire Il est venu, oui. par surprise, au pied des Andes, à Mendoza. On invite On un peut se copain. rater au pied des Andes. Oui, on peut se rater. Eh ben oui, surtout qu'elle n'avait jamais fait de vélo. Elle ne connaissait pas les pignons, C'était un tour du monde en vélo. Oui, tour du monde. Et donc, on invite notre meilleur copain, le photographe qui nous prenait sur les monuments de Paris, un aventurier, baroudeur, reporter de guerre, etc., un type péchu, à venir traverser les Andes à vélo avec nous. Il amène 2 copines dans ses bagages par surprise. Et on se retrouve à 5 au lieu de 3 pour faire un truc quand même un peu pas difficile, mais un peu sportif. C'était la cordillère des Andes. Moi qui n'avais jamais fait de vélo de ma vie, C'était un peu un crash test. Et c'était pas gagné, hein, parce qu'on s'est frité au début, on n'était pas du tout au diapason. Moi, j'étais très Racontez, parce contrarié. que vous êtes tellement souriant et vous êtes tellement authentique et vous assumez tellement tous les côtés de l'histoire d'amour que du coup, quand vous dites au début, parce qu'encore une fois. Moi, j'étais pas content parce qu'en fait, ça brouillait mon amitié, le binôme que je faisais avec Sylvain Avec Tesson, Sylvain Tesson. mon acolyte de voyage. Ces filles-là, c'était pas prévu. Et puis, non, bah non, et puis, je ne l'avais pas visualisé. ben non, puis dès le premier tournant, elles sont tombées hypoglycémiques parce que quand on est arrivé, nous on allait manger, il y avait un steak frites énorme, on prenait des frites, blablabla. Elles voulaient pas manger, elles arrivaient de Paris, les frites, je vais grossir. on a pris une petite salade. Et On n'a une heure pas, compris après, on n'a pas compris qu'on allait faire des. Bah ouais, 1 heure après, boum, hypoglycémie, les 2 dans le vrac dans le premier tournant. Et Et justement, monsieur n'a pas été prêt. Alors justement, j'arrive très bien délicat, on va à dire. imaginer le personnage et j'arrive très bien à vous imaginer. Vous avez du caractère aussi, mais est-ce qu'à ce moment-là, vous dites, je ne sais pas si je vais arriver à suivre? Si, parce qu'en fait, là, j'ai perdu vachement de points dans les ondes. Ah oui, non, Quand là, je suis rentré c'était du Tour affreux. du Monde à vélo, Les Andes, c'était pas j'ai bien. dû hein. tout repartir à zéro. Là, c'était reset, casse départ. Là. Ouais, parce qu'il a vraiment pas été sympa. Et je me dis, il n'a pas l'air de réaliser l'effort surhumain que j'ai fait de venir. Mais que pas j'ai- sympa, mais pas au point de vous faire douter de cette histoire. Peut-être si. Heureusement que quand en rentrant, j'étais bien occupée, que j'avais pas une minute pour aller traîner dans les soirées et tout ça. Il y aurait eu un super prince charmant qui arrivait, la place aurait été prise. Il y en avait qui tournaient. Hein. Ouais, il y avait des chats qui miaulaient sous ouais, la mais tête. moi j'avais des exigences après, parce que après j'avais été habituée quand même à une cour d'enfer et tout. Alors l'autre, Le mec, il dit, on va au je t'invite cinéma. au resto, je lui dis non, au resto non, mais si tu peux m'inviter au sommet de la Tour Eiffel, je veux bien faire un pique-nique là-haut, mais Et alors, chose extraordinaire, on pourrait se dire, bon ben voilà, enfin ils vont se réunir. Là, c'est comme dans vous savez, les comédies sentimentales. On attend que ça soit enfin le moment où ils vont se poser, vivre ben un non. moment merveilleux. Parce qu'au moment où vous rentrez, vous décidez de partir. et oui, moi j'avais pas de rêve finalement, très peu. Et à son contact, je me suis rendu compte que les rêves, ils pouvaient se réaliser. J'avais toujours rêvé de l'Himalaya, je suis une montagnarde. Hein. Et donc, bref, je dis, moi, je vais y aller, mais je veux pas y aller comme une touriste. J'ai vraiment envie d'y aller. J'ai envie d'y aller en profondeur, j'ai envie de rester. J'ai envie de poser mes valises et j'ai envie de faire quelque chose d'utile. Qui va vouloir de moi? Je ne sais rien faire. Encore, toujours pareil, le même truc. Donc, je cherche les associations et tout. Je sais rien faire. Hein. J'ai 24 ans. Vous savez quand même parler un peu anglais? Bon, un peu. Bon, vous pouvez donner des cours d'anglais? Bon, ouais. Si ils sont en alphabet, oui. Et elle m'a dit, venez. Et en fait, je suis venue. J'ai préparé ce voyage à Katmandou, au Népal. Mais ça va durer combien de temps, cette absence? Eh ça va durer une année scolaire. Moi, je me suis retrouvé à Paris pendant 1 an tout seul. Sans Mais alors, elle. justement, il y a une frustration ou Ah oui, j'ai compris ce qu'elle avait enduré. C'est beaucoup plus dur quand on est sédentaire. Qu'elle Mais est quand belle. vous le faites, vous lui dites, bon, je suis désolé, là, tu viens d'arriver, c'est super, mais moi, il faut que je reparte. Alors là, je dois reconnaître un truc. S'il m'avait dit, non, reste, on s'est pas vu, tu me manques trop, faut qu'on se retrouve, nanana. Moi,
comme une figue molle, j'aurais dit bah oui, je reste. J'attendais que ça d'ailleurs, hein, qu'ils me disent reste. C'est ça ma Jette à mes question. genoux en disant ne pars pas, je t'en supplie. Mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il m'a dit vas-y, Fonce. fonce. Je dis merde quand même, j'aurais bien voulu qu'il me retienne un peu. Il m'a dit Mais là, vous sentez qu'il va. il a envie de vous admirer. Ouais. Important. Quand elle est revenue, je suis reparti avec Sylvain pour Ça a 6 duré mois, plus longtemps en fait. Hein. traverser tout l'Himalaya à 7 ans. pied, 7 ans de réflexion. de blague quoi. 7 ans de réflexion. Mais incroyable. C'est une maturité, c'est l'âge de Il n'y a raison. pas un pense ami pareil. autour de vous qui fait des vannes et qui dit mais vous faites quoi là? Mais Vous si, passez tout votre le temps à monde se vous foutait de éviter. nous, hein, Ouais. tout le monde. Nos parents disaient mais on comprend pas là, c'est quoi votre truc, vous jouez à quoi? Et on jouait On pas était du fidèles. tout, mais on avait vraiment besoin tous les deux de se réaliser et de faire des choses par D'abord nous-mêmes chacun. et d'aller au bout de nos rêves. On avait nos rêves et après on allait construire notre rêve ensemble. Et Mmh. ça c'était encore Il plus fallait beau. pas mais- que l'amour soit une prison. Il fallait que l'amour grandisse, il fallait qu'on se construise chacun de notre côté pour... Mais il y avait une addiction à l'amour absent. Non, pas du tout. C'était une contrainte de la vie, parce que c'était conjoncturel. Peut-être Je lui, partais, hein. c'est voilà. C'était comme ça, puis un jour, on est rentré en phase et on a comme 2 petits dauphins qui ont nagé ensemble. Mais là où c'est très intéressant, c'est que vous allez passer votre temps à vous croiser, donc à vous réaliser, à être très indépendant, et à un moment donné, vous allez passer 24 heures sur 24 pendant 3 ans. C'est-à-dire l'opposé. Mais entre-temps, on a fait des raids ensemble. C'est quand on est rentré d'Asie, on est parti dans l'Himalaya, on a marché 400 km ensemble dans l'Himalaya. Là, c'était des moments très intenses. C'est pas une balade, hein. Là, c'est Non. plus qu'une randonnée, là, c'est C'était 400 km dans traversée l'Himalaya. du Lui, il Ladakh. traversait- On rappelle que dans l'Himalaya, quand on fait 10 mètres, c'est comme un marathon. Hein. Ouais. Il n'y a pas d'oxygène. Donc il y avait eu... Non, on se voyait quand même. Il y avait des intermittences entre les voyages. On était là plusieurs mois ensemble avec une vie de couple normal, Alors- d'amoureux normaux. Alexandre surprend Sonia à son tour et la rejoint à Katmandou. La jeune fille est conquise, Alexandre est perdu d'amour. Ils sont faits l'un pour l'autre. En 1999, à 27 et 29 ans, ils s'unissent à l'église. Mais leur amour n'a de sens que sur la route et emporté par le vent. C'est donc en Afrique qu'ils partent pour un voyage de noces un peu particulier. Il durera 3 ans. Quand on résume cette aventure, 14 000 km, c'est simple, c'est une phrase. 14 000 km en 3 ans, c'est une seule phrase. Vous, c'est 3 ans d'une vie, des centaines de jours qui passent, d'heures qui passent, d'imprévus. Franchement, c'est dur de s'identifier. On se dit, je n'en suis pas capable. On n'a pas traversé l'Afrique. On a marché un jour, tous les jours. puis un autre jour, puis un autre jour, comme quelqu'un prend sa voiture pour aller au bureau tous les jours. C'était 8 heures de travail par jour à marcher. Et on se lève le matin, on ne savait jamais où on allait dormir le soir. Donc on n'avait pas en tête l'objectif. Sinon, c'est 1200 jours, c'est beaucoup trop long. On n'est pas obsédé par la réussite et le résultat. On était heureux à l'instant T, au quotidien, à affronter les épreuves du jour. Les épreuves qu'on affronte, c'est quoi? La maladie, C'est-à-dire? quand Sonia est atteinte du paludisme et meurt à petit feu sous mes yeux, Alors ça a l'air d'une formule, ça veut dire quoi concrètement? bah oui, on se Je l'ai pas paye. lu, c'est. Piqûre de moustique, très forte fièvre. Ah, c'est atroce. On est tabassé en fait. On a la tête qui va exploser. On a une fièvre Le cheval. de cheval. Et puis on tremble et Et donc quand vous dites elle meurt à petit feu, c'est parce qu'il y a un vrai danger de mort. Ah oui. Et là, on ne peut plus se payer de mots. Là. Plus aucun projet, plus aucune aventure ne Ça, justifie c'est de à voir quel ça. stade en fait du voyage? À la la moitié. moitié. Mais t'as pas faim? Et ce matin, en me réveillant, il y a une seule chose qui me faisait super envie. Mais ça va te faire rire. C'est du saumon avec du citron. Ah oui, là, on n'est Des goûts de luxe. On n'est pas sorti de l'auberge. Et donc, vous qui êtes l'homme fort, qui trace et qui a une philosophie de la vie de tous les instants, à ce moment-là, vous avez peur? Une grande fragilité, évidemment. Je sentais une culpabilité énorme. Mais, entre guillemets, c'était inévitable, on le savait. On ne pouvait pas passer entre les moustiques. Et donc, voyager, c'est quelque chose. Voyager en Afrique, c'est encore autre chose. Et dans les conditions dans lesquelles vous voyagez, c'est-à-dire une forme de dénuement. Et vous découvrez ce mode de vie. Est-ce que vous êtes confronté à des choses que vous ne connaissiez pas? Je pense à la misère, à des zones de conflit. Et oui, on a traversé des pays en guerre, le Zimbabwe en pleine crise, avec des gens qui se font tuer, des fermes qui brûlent, des gens qui sont chassés, des réfugiés sur les routes, le Mozambique là aussi en pleine crise, Crise de le Malawi, choléra. choléra. Crise de choléra. Donc on a vécu des situations Avec difficiles, les mais on les médecins sans frontières. on les percevait pas de façon dramatique puisqu'on les vivait au quotidien Avec comme eux. Et dans la lenteur. On était devenus africains, hein, à force.
quand on arrive sur place, dans un endroit où on nous dit « Attention, ça va être très dur », parce qu'on a traversé en fait le Sahara en plein été. C'était l'été de la canicule en France, 2003 je crois. Et nous, on était où pendant l'été de la canicule? On traversait le Sahara. Vous voyez, on était bien placés. Hein. On a compris plein de trucs. Bon, on arrive là, on se dit on va pas y arriver, c'est infaisable. Alors, avant, on a attendu. On attend, on regarde, on observe, on écoute, on dit est-ce que d'autres peuvent le faire, est-ce que ça se fait, comment, par où, et on s'organise. Et on prend le temps. C'est sûr qu'on est resté 1 mois à Khartoum pour attendre que le thermomètre descende de 2-3 degrés. C'est pas beaucoup, 2-3 degrés. Et on a appris plein de choses à Mais Khartoum. quand on est déjà à 45, 46, 2-3 degrés, ça peut faire la différence. On a filmé des rituels incroyables, on a rencontré plein de gens, on a approfondi notre connaissance du pays et la pratique de l'arabe, on a appris l'arabe. On était chez des professeurs qui apprennent l'arabe aux humanitaires et aux bonnes sœurs et aux missionnaires qui viennent. Et donc, on a appris l'arabe, ce qui nous a beaucoup aidé par la suite, en Égypte et dans le nord du Soudan. Donc tout est grâce. À chaque fois, à chaque épreuve est une source d'apprentissage pour rebondir et pour pour ouvrir des clés et ouvrir des portes. C'était pour nous une chance parce que c'est un des endroits où on a le mieux travaillé. On a rapporté des documents assez rarissimes que personne n'avait jamais filmés parce qu'on a pris le temps de rester. On n'avait pas le choix, on était coincés en fait. Et le temps que ça s'arrange pour nous, que la situation s'arrange, on a pu filmer un zikr, qui est une cérémonie soufie dans des mosquées très fermées, où il faut faire partie de la confrérie pour rentrer. C'était les premières images d'un zikr avec 800 personnes qui dansent en même temps, des hommes, qui chantent et moi, tout le vendredi après-midi. Moi aussi, j'ai filmé. Donc, ils nous ont laissé rentrer, fou. Ils nous ont laissé monter sur le toit, on a pu filmer tout, on a pu les interviewer. Le cheikh était OK et il était d'accord. Pourquoi il nous a autorisés? Parce qu'on venait de Cape Town à pied. Parce que ça faisait 2 ans qu'on marchait. C'était votre légitimité. Et oui, voilà. Le week-end d'après, ou la semaine d'après, c'était de la lutte Nouba. Imaginez des Noubas qui sont des grands blacks de 2 mètres de haut, un peu chauffés par la chaleur et l'intensité du vendredi, et qui vont se fracasser à coups de lutte. Il y avait de l'ambiance. Et 2 petits blancs, là, avec leur caméra au milieu. C'était chaud la braise. Et ça s'est vachement bien passé. Pourquoi ça vous excite encore autant aujourd'hui, ces situations? C'est des moments exaltants, avec de l'adrénaline, de la curiosité et puis du partage. Des moments rares. On se sent exister parce que on justifie... C'est le contraire du quotidien? Non, c'est notre quotidien. On justifie notre présence là. On va regarder un document assez incroyable. C'est au moment où vous apprenez ensemble, vous allez me dire après pourquoi on filme un moment comme ça. Ah oui. Mais vous apprenez ensemble que vous allez devenir parents. Deux. Mais la deuxième barre veut pas se mettre. Ouais, je crois que c'est clair. Bravo. On est tout bête. Bienvenue dans un monde de brutes, le petit poussin. Il va marcher, le petit poussin. Hein. On n'est pas encore arrivé. Bon, on le garde pour nous, ce secret. Hein? On garde pour nous. Hein? Oui, on ne dit à personne. Ouais, parce que sinon, il va y avoir des pressions, là. Pour qu'on arrête de grosses pressions familiales. Pour qu'on marche plus. Là, c'est 2 enfants. Hein. Même s'il a la barbe, ce sont 2 gamins qui découvrent qu'ils vont devenir parents. Donc là, c'est vraiment pour le coup l'aventure la plus universelle qui soit. Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous ressentez? On est où là? Au Caire, dans un hôtel. Mais on s'est arrêté au Caire parce qu'on était en train de monter notre film, nos épisodes. Et il y a notre équipe qui est venue nous rejoindre, qu'on n'avait jamais rencontré, qui était le monteur et la réalisatrice. Et le matin au petit déjeuner, là, je comprends pas, j'ai une petite nausée et tout. Je me dis, c'est bizarre. Pourtant, en 2 ans, j'ai jamais été malade, alors que Dieu sait si en Afrique on peut l'être. T'as vu, c'est quand même drôle. Il faut être dans un hôtel pour être malade. C'est quand même drôle. Je dis ça comme ça. Et elle me dit, ouais. Et donc, elle me dit, mais par hasard, t'attendrais pas un petit bébé, toi, par hasard? Donc. Alors moi, je dis, mais ça va pas. Elle file, elle me ramène un test. Et c'est ma réalisatrice qui m'a donné mon test. La phrase amusante quand même, c'est que vous avez cet instant, parce que vous l'apprenez, et vous dites, on va le cacher parce que sinon on va subir des pressions. Les pressions, c'est quoi? La famille. C'est que tout le monde va dire, bon, vous arrêtez les bêtises maintenant. Voilà. Vous arrêtez de faire n'importe quoi, là. Voilà. Et voilà. On y est. C'est le sommet. Oh, bravo. C'est beau comme tout, on va regarder. C'est magnifique.
Qu'espérer de mieux, de plus grand que de terminer ce voyage en donnant la vie? Décidés à aller jusqu'au bout de leur périple, Sonia et Alexandre traversent le Soudan et Israël pour enfin baigner leur enfant dans le lac de Tibériade. Les femmes africaines, elles marchent enceintes, elles vont travailler enceintes, elles vont au champ enceintes, elles ont un bébé dans le bras, souvent un dans le dos et un dans le ventre, elles y vont. Donc, t'as Pas de compris, ma question. chérie, il faut y aller. Non, mais évidemment, Non, mais bien nous, sûr. on vivait comme... C'est important de se le dire, évidemment, Oui, parce qu'on a le on sentiment percevait plus les choses de façon dangereuse. C'était naturel, cette grossesse. Ce qui est Honnêtement. incroyable, c'est quand on est arrivé au dernier jour, là, au lac de Tibériade, Sonia est arrivée à pied sans problème. On a dormi là, le lendemain, elle ne pouvait plus marcher. Le lendemain, c'était « Oh là là, j'ai mal ». Ça peut être C'est-à-dire arrivé, on se déprogramme. Non, mais c'est marrant pendant parce la que- nuit, le ventre a fait plouf. Ouais. Le Je pouvais bébé plus a pris mettre sa mon- place et il a dit c'est mon tour maintenant. Elle pouvait plus fermer son sac à dos. Elle n'aurait pas pu marcher un jour de plus. C'est ça qui est incroyable. On est arrivé là et c'était comme du papier à musique. Et Philae est née où? Elle est née en France. Bon, et le bébé arrive d'une seconde à l'autre, je vais aller les chercher parce que... Le bébé est grand, hein. Eh ben, le bébé, Ça c'est va. 12 ans. C'est à Ouais. 12 ans. Avec un petit frère, Ulysse, et qui eux aussi voyagent, parce qu'aujourd'hui vous êtes avec eux, et là j'ai envie de savoir comment eux vivent l'aventure, parce que vous êtes en train de leur faire un truc de dingue, puisque dans l'histoire de l'humanité, je crois que personne n'avait fait le tour de Madagascar, qui est sans doute la plus grande île de la planète, après l'Australie. L'Australie. D'accord? À tout de suite. Des invités comme Sonia et Alexandre restent cependant des énigmes. C'est pour tenter de tirer une leçon de ce parcours que j'ai voulu aujourd'hui écouter leurs enfants et Stanislas, le frère d'Alexandre, afin de comprendre comment nous pouvons tous tirer des enseignements de l'expérience si particulière de mes invités. Et je pense que ça a dû développer une sensibilité chez nous. Et cette sensibilité, c'est simplement d'avoir un cœur qui peut être touché. Moi, j'aime bien la relation qu'on a avec les gens. On a une envie de les aider. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la vie de vos parents avant votre naissance, parce que comment ils se sont rencontrés, comment ils ont eu un coup de foudre. Ils se sont dit, mais c'est ma femme pour la vie, c'est mon amoureux pour la vie. Et puis comment ils ont découvert qu'ils allaient avoir des enfants, et puis comment ils sont partis en voyage avec les enfants. On va voir comment ça se passe, parce qu'aujourd'hui vous êtes en train de voyager à Madagascar, et pas seulement voyager, mais d'apporter ce que vous pouvez au pays que vous êtes en train de traverser. Et puis Stanislas, évidemment, ce que j'espère, c'est que vous allez m'aider à comprendre comment, de ces vies qui paraissent extraordinaires, finalement, on peut tirer des enseignements pour nos vies à nous. Alors les enfants, donc l'explication, c'est qu'en ce moment, vous êtes à Madagascar depuis 2 ans, et vous êtes en train de marcher avec une carriole incroyable, je ne sais pas comment on dit, comment ça s'appelle? Une charrette. Comment tu dis? Charrette. C'est une charrette, mais elle est spéciale, pourquoi cette charrette? Parce que, premièrement, elle peut avoir 4 zébis. Ouais. Donc c'est tiré par des zébus, c'est quoi? C'est comme des vaches? C'est des vaches à Oui, bosse. c'est des vaches vaches. à bosse. Des vaches d'Inde, en fait. D'accord. Sauf qu'elles ont, oui, elles ont été importées à Madagascar. D'accord. Ah oui. Ulysse a 8 ans, hein, c'est ça? 9 ans. 9 ans, pardon. Attention, ça, Et donc elles sont tirées par, elles peuvent être tirées par 4 zébus. Oui. Et aussi, elles portent des panneaux solaires, batteries. Des charrettes, hein. Allez-y. Et il y a même des prises. Il y a des prises dans la charrette. Qu'est-ce qu'on peut brancher? Bah, ordinateur, des jeux électroniques. Ah, c'était ma question. Mais initialement, c'était pour cuire le riz. Hein. Il y avait... Donc, vous avez eu le droit aux jeux vidéo. Oh, oui. Quand on s'est bien comporté et qu'on a bien fait nos devoirs. Et plein d'autres petites choses que je n'oserais pas vous dire parce qu'il y a cette dame. Donc, cette dame, ta maman, ne t'autorise pas à tout dire. L'école, comment ça se passe? Moi, je suis en 5e. D'accord. Donc, t'es en 5e, tu vas pas à l'école tous les jours. Euh... Comment tu fais? En marchant, tu peux étudier? Non, oui, en fait, en marchant, on fait plus des tables de multiplication et de l'anglais. Et les maths. Mais le soir, quand on s'arrête et qu'on a monté la tente, on fait des devoirs dans la tente. Elle n'est pas fatiguée le soir? Si. Si. C'est pour ça qu'on le fait vraiment très rare. C'est surtout le problème, c'est que vous voyez, on a passé toute une semaine à marcher dans la boue en se faisant pleuvoir dessus. On se fait pleuvoir dessus. Et on n'a pas travaillé un dixième de seconde Mais t'as d'école. travaillé sans t'en rendre compte, en fait. Ouais, mais tu regrettes, Ouais, tu regrettes ça? d'école. Et vous voyez qu'on arrive dans un super hôtel, une belle plage, des chaises longues. Et ben on se dit, oh cool, on va pouvoir s'amuser. Et On en se fait, couche, on pose les lunettes de soleil, le cocktail. Oh enfin. Et là on entend.
Là, t'es... Non. Alors pour comprendre ce que vous êtes en train de vivre, on va regarder des images et on verra où on peut les voir en ce moment. Madatrek, c'est donc le tour de Madagascar, la plus grande île de la planète après l'Australie. Vous êtes les premiers dans l'histoire de l'humanité à faire ça, t'en es conscient? On regarde des images. On va traverser la lagune pour aller retrouver l'océan. Nous sillonnons les différents quartiers de la ville à la recherche des pièces pour fabriquer notre charrette à zébu. Mais c'est une table, ça, c'est pas une charrette. Bon, je commence par où là? Ça y est, c'est le grand départ. Le rêve est en train de prendre forme. Ça fait 10 ans que vous dites qu'on part et puis c'est enfin arrivé. Nous nous laissons gagner par l'ivresse des grands espaces. Cette liberté, nous la devons aux efforts de nos deux bouviers, Touve et Michel, qui s'occupent de conduire la charrette. On vient de vivre un moment un peu extrême, où la charrette a failli se renverser, avec des enfants dedans en plus. La boue? J'ai l'impression que c'est le radeau de la Méduse à l'intérieur. Comme on reste une petite semaine pour filmer toutes les activités de Lazare, et ben on en profite pour mettre les enfants à l'école. Donc... Voilà, c'est un petit concentré qui dure 2 minutes alors que c'est 2 ans de votre vie. C'est quoi les choses les plus fortes que tu as vécues? On a fait la mission Armada. C'est quoi? En fait, on est allé aider une mission de médecins volontaires qui viennent de France pour soigner dans des villages inaccessibles et qui les soignent. Et et c'est tout le temps, c'est toutes les 5 semaines. C'est D'accord. bien ça. Et donc là, comment on soigne des gens qui sont malades? Oui, Vous, dont comme les des bébés enfants. malnutris, les gens malades qui ont le conjonctivite, des choses plus graves aussi. Et comment, quand on est enfant et qu'on est confronté justement à des gens malades, comment on vit ça? Alors, au début, on est très triste. Et après, on sent pas de la colère, mais on a une envie de les aider. Et toi, Ulysse? Et ben moi, ce que ça me fait, c'est... La mort. C'est, comment dire, tu es triste et à la fois, tu t'habitues un peu à la fin parce que quand on voit 10 par semaine, tu t'en habitues un peu. Là, on voit un moment particulier où d'un coup, la charrette, Ah ouais, elle tombe. elle tombe. T'as eu peur? En fait, je m'en suis même pas rendu compte. C'est vrai? Non. Il était dedans, lui. Et C'est les parents qui ont eu peur à ce moment-là. ouais, moi j'étais, Moi, je me oh, disais, il y a un gros trou. C'est génial. Il se passe un truc. Parce que ce qu'on n'imagine pas, c'est que nous, ça dure 2 minutes. Nous, en 2 minutes, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais vous, comment ça se passe quand vous devez passer un fleuve? J'imagine qu'il faut attendre des fois. Ah oui, oui, mais Moi, on en fait, je joue, vais de hein. l'autre côté et je filme avec une autre petite caméra. Ouais, mais aussi on Et, joue. On fait des sapins avec le sable. D'accord. On voit souvent Ulysse bien installé dans la petite charrette, avec un petit coussin bien mis Mais à c'est pas... lire. jamais T'as pas petit fait ça, coussin. On n'a pas le droit au coussin. C'était un sac, ah oui, un sac de des cordes. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs où vous réclamez, parce que vos parents, ils ont quand même beaucoup voyagé, ils ont attendu que vous soyez grand pour pouvoir partager ça avec vous, enfin quand on dit grand, tout est relatif. Et donc, est-ce qu'il y a des choses des fois où il y a des petites négociations? On dit, oh non, allez, on peut, par exemple. Ah oui, le nombre de soupes aux nouilles
par mois, C'est-à-dire ce qui est énorme. Non, mais ça veut dire quoi, les soupes aux nouilles? Tu négocies pour en avoir moins ou plus? Non, pour en avoir moins. Moins, Parce qu'on s'en lasse. horriblement moins. Même pas. Pas du tout. Possible. On a une D'accord. diminution. On a un gros moyen de levier sur eux, c'est le film du soir. Parce qu'on a un petit ordinateur, voilà. et on regarde un film le soir, et si ça s'est pas bien passé dans la journée, Il n'y a ben, pas la il n'y a pas de film le soir. Pas forcément. Mais qu'est-ce qu'on appelle pas bien passé? Parce que être un enfant sage quand on est dans un appartement, c'est une chose. Être un enfant sage quand on est sur un chemin dans la brousse où il n'y a rien, des fois il n'y a même pas de chemin, qu'est-ce que ça veut dire être un enfant sage? Et quand on les énerve, Ne pas faire des grimaces ou des choses comme ça à la caméra. leur obéir Les à obéir. l'esclave. Oh oui, Oui, mais obéir à quoi? Parce que eux, ils sont dans leur délire. Là, ils se demandent s'ils ont bien fait de me présenter les enfants. Donc, obéir, ça veut dire quoi finalement? Qu'est-ce qu'ils toi, attendent de tu vous? vas aller, tu prends cette corde et faut que tu l'amènes là-bas pour un peu décharger la charrette. D'accord. Oui, mais en fait, à la fin, on doit ramener les sacs, puisque dès qu'on commence à aider, après, on doit tout faire. C'est comme tout le monde, hein, quand on arrive sur son lieu de vacances en vacances, on demande aux enfants d'aider à décharger la voiture. Bien sûr. Hein Sauf que nous, C'est on tous les décharge jours. la voiture tous les soirs. C'est ça. Et tous les matins. Alors, la remplir. qu'est-ce Des qu'il y a, routines, en fait. qu'est-ce qu'il y a de chouette? Parce que moi, je me rappelle d'un jour où j'étais parti en voyage avec mon fils, et à 12 ans, il m'a dit quand est-ce qu'on pourra rester à la maison? C'est-à-dire qu'il en avait marre de voyager. Moi, j'ai envie de rentrer au bout d'un certain temps. Ouais. Qu'est-ce qui Parce te manque que le plus? mes amis, ma cousine, Mhm. Anne, mes amis, mes chats. Et du coup, je suis aussi contente dans mon collège et du coup, je suis contente de rester. Je vais peut-être rester un peu plus longtemps, ça va se discuter. Bon, et toi, alors, qu'est-ce qui te manque le plus? Moi, en fait, je ne... Comment dire? Parfois, il y a des moments où je me dis, en fait, je ne sais pas où j'habite. J'habite soit à Madagascar, dans une charrette, dans une tente, ou j'habite dans une maison, Dans la ou forêt. j'habite à Paris, ou j'habite, je sais pas, partout. D'accord. Et ça te plaît ou pas? Parce que c'est Ouais, spécial. mais parfois qu'il y a des moments où je me dis, mais en fait, où j'habite vraiment Alors, qu'est-ce que vous aimez dans ce voyage? Parce que vous êtes conscient, évidemment, que vous vivez des expériences, des situations que tous les enfants du monde ne vivent pas. Et on verra plus tard. Vous viendrez nous raconter ça dans 10-15 ans. Vous allez avoir des souvenirs. Mais au fond, qu'est-ce que vous aimez, finalement, dans ces voyages qui sont si particuliers? Moi, ce que j'aime, c'est quand on voit les animaux. Alors, quel genre tous les d'animaux? an- Quel genre d'animaux? Je sais, je suis pas comme les autres, je suis un accro aux reptiles. Il y a des caméléons, c'est ça? Ah oui, des caméléons et des serpents. D'accord. Les serpents. Des crocodiles aussi. Ah oui, des crocodiles, Ils ont j'adore eu un les bébé. trois. Ils ont un bébé crocodile. Et, comme euh, ça. Il s'appelait Xavier. Et on aime beaucoup les... s'appelle moi, Xavier. j'aime beaucoup les animaux. Ouais. Et on les aime c'est tous. comme quand on s'en va. Exemple, quand je suis en France, parfois, je suis triste parce que je pense soit à mon zébu, qui passe toute sa journée à faire ça. Et aussi Mario, qui passe toute sa journée à se lécher le nez. Mario, c'est notre. Oh D'accord. Et qui aboie quand il voit un chien. Donc, vous ne contentez pas de donner à manger aux animaux quand on passe par là, ils sont toute la journée avec vous. Et toi, qu'est-ce que tu aimes dans ce voyage, finalement? Qu'est-ce qui est Alors, particulier? Moi, j'aime bien la relation qu'on a avec les gens, mais je dois avouer que je préfère les animaux. Et le temps qu'on passe ensemble, parce que tous les voilà, enfants du monde adorent leurs dire parents, mais enfin, passer tout le temps avec les parents, toute Bon, la ça, journée. c'est Bon, oui, moi, je super préfère. génial de temps en temps. Ouais. Ouais, de temps en temps. De temps en temps. De temps en temps, quoi. Parce qu'il y a des moments où c'est oh, va chouette, on va pouvoir regarder un film. Ah non. Ah non, moi j'ai 36 sauvegardes à faire, j'ai Et besoin de maman, machin, elle va dire machin, ah bah c'est génial, comme ça je vais pouvoir vous faire travailler. machin. Et Ouais, là, le soir, tout ce là, qu'on a filmé là, on pendant la part dans journée, il faut la le sauvegarder sur des disques durs. J'ai du travail, mon ordinateur, c'est mon outil de travail. Donc il y a vraiment un C'est pour ça conflit qu'on va peut-être dans en la ramener famille. un autre. L'utilisation de l'outil de travail, soit pour travailler, soit pour les loisirs. Voilà. Bon, ça y est, là, ce sont vos neveux et nièces. D'accord. Donc, vous-même, vous n'avez pas eu une vie si ordinaire que ça, finalement, parce qu'on m'a dit que vous aviez passé 2 ans dans un bidonville. À quel endroit? Avec mon épouse, on est parti missionnaire pour l'association Point Cœur à Salvador de Bahia. D'accord. Et donc on a travaillé auprès d'enfants des rues et de personnes délaissées vivant dans la rue, avec la possibilité de s'extraire du bidonville et d'aller vivre dans une ferme. Donc nous vivions à la ferme, à 20 km du bidonville, mais on allait régulièrement faire le lien entre ces deux mondes pour en fait
permettre à ces personnes qui sont dans ce carcan, dans cette gang du bidonville, d'avoir une porte de sortie et se reconstruire en fait. C'est compliqué de se construire et de faire de nouveaux choix de vie quand on n'a connu que la violence, la promiscuité, la drogue et le fait de pouvoir sortir. Donc voilà, nous on s'est consacré pendant 2 ans à ça. Ils ont un bébé dans ce cadre-là. Ouais. Notre aînée Solange. D'accord, j'espérais que vous alliez m'aider à comprendre comment, dans leur expérience extraordinaire, on allait pouvoir tirer des leçons pour monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que quand on n'a pas la chance, enfin, d'avoir ce gène. Parce que j'ai l'impression que c'est un gène familial chez vous. C'est la famille. On est des gens normaux. On a baigné dans l'amour et ce qu'on essaie de faire, c'est au quotidien, à la fois dans notre premier cercle, c'est-à-dire la famille, puis le cercle élargi, les amis, puis le cercle encore plus large, le monde, redonner, retransmettre un peu de cet amour. Et effectivement, on est fruit de la même éducation, Stan et moi. Nos parents nous ont beaucoup donné, c'est sûr, d'amour et d'affection. Mais je pense que c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est une question de regard. D'état d'esprit. Alors la question c'est, au fond, vous avez eu l'occasion de rencontrer du public qui est venu vous voir, qui est venu voir vos conférences, qui est venu aux signatures. Quelles sont les questions que les gens vous posent et en quoi votre expérience peut tout vous aider à vivre nos vies, à affronter l'inconnu, ce qui n'est pas prévu, ce qui fait peur. Au fond, c'est ça. Et l'inconnu fait peur, c'est humain. Voilà, vous n'êtes pas des humains. Si, Stanislas a très bien dit, c'est le regard qu'on porte sur les choses qui font les choses. Donc si on a peur de quelque chose, cette chose va être effrayante. Si on pose dessus un regard pacifique, aimant, et on utilise cette énergie, eh ben, elle se retourne. Et exemple. On transforme le monde. La maladie, l'épreuve, un enfant qui est malade, il y a des solutions. Le soigner, s'occuper de lui, le réhydrater. Les médecins sont zen. Les médecins urgentistes, je ne suis pas médecin et je ne suis pas urgentiste, mais c'est des gens qui m'impressionnent, moi, parce que tous les jours, ils gèrent la catastrophe, ils gèrent la mort, ils sauvent des vies. Ces gens-là, ils ont du sang-froid. Ils n'imaginent pas la mort et le sang qui coule. Ils sont des techniciens de l'urgence. Un aventurier, un voyageur, dans l'état d'esprit dans lequel nous sommes, ben, c'est ce qu'on fait au quotidien. Il y a une rivière à traverser, il y a beaucoup de courants, c'est pas possible. Eh ben, on va trouver la solution. On va chercher des piroguiers, on va chercher des gens, on va attendre que la marée monte pour que les flux s'équilibrent, le vent est dans le bon sens, eh ben, on va mettre une voile. On trouve des solutions à tous les problèmes. Dans la vie, il y a des gens qui... C'est l'inverse. Ils trouvent des problèmes quand il y a des solutions. Vous apportez une solution, on dit « Ah, ils trouvent des problèmes ». C'est un tic de langage. C'est un tic. C'est souvent un tic de langage. Dire, bon, non, mais le problème, c'est que voilà. Souvent, on ne sait même pas ce qu'on va mettre après. Exactement. Donc vous êtes... la solution. On est plutôt... Il y a toujours des problèmes, mais les problèmes, ils sont là pour être dépassés et surmontés. Et on peut toujours y arriver. Mais c'est vrai que c'est une question de regard. Mais quand on amène ses enfants au bout du monde, parce que moi, j'ai des amis qui font la même chose que vous, mais justement, ils sont médecins. Et moi, je me souviens d'une nuit que j'ai passée avec des Maasai où mon fils vomissait toute la nuit. Et là, je vous jure, j'étais content de trouver du réseau et d'appeler un pote médecin qui m'a dit surtout ne lui donne rien parce que j'étais stressé, j'étais confronté à mon impuissance. Donc c'est un peu ça finalement, nos peurs. C'est comment on affronte ces peurs. Alors là, par exemple, lui, une grosse fièvre, on quitte un village qui s'appelle Vatumange. On est à 1 jour de marche de Vatumange, fièvre carabinée, on se dit c'est le palu, même si on prend des choses qui nous empêchent d'avoir le palu, c'est le palu. Devant nous, il y avait 7 jours d'inconnu. Derrière moi, il y avait 1 jour de marche. Ben, j'ai fait demi-tour, je l'ai pris sur mes épaules, on a couru, on a couru 1 heure, on a rejoint une pirogue, on est allé plus vite en pirogue au village, à la ville, où il y avait un hôpital, un médecin, et là, il avait une laryngite. Je ne lui avais même pas posé la question, est-ce que tu as mal à la gorge? Comme un idiot, il n'avait pas du tout palu. Vous aviez paniqué, ça me rassurait. Oui. Il nous a laissés toutes les deux, on est restés dans la tente avec les ébus et la charrette, et il nous a plantés là, et lui, il est parti avec son fils sous le bras, et il a couru... toute la journée alors Des devoirs. J'ai dit, c'est une occasion qui nous est donnée, on va approfondir le passé composé. Voilà, c'est tout. Mais pourtant, elle a bien fui, mais sauf que... Il y avait des araignées partout, alors je le tournais en rond. Bon, alors question pour les enfants, puisqu'ils sont très authentiques et honnêtes. Hein. Ah ouais, ils sont même... J'allais dire. Donc, par exemple, ta maman, quand elle était petite, à l'âge de 8 ans, elle est partie pendant 3 jours en train dans un pays très très lointain. On appelait ça à l'époque... C'était la Tchécoslovaquie. Et le rideau de fer d'un pays qui n'existe plus. Mais alors, du coup, est-ce que vous pensez que vos parents vous laisseraient 3 jours dans un train? Oui. C'est-à-dire qu'ils veulent que tu apprennes par toi-même? C'est d'être honnête, papa, maman. Qu'est-ce que tu penses, toi? Donc, c'est quoi l'idée pour toi?
C'est qu'ils ont envie que tu apprennes par toi-même? Non, mais c'est pas ça. Je pense plutôt que mes parents ne sont pas du tout des gens inquiets. Ils nous laissent, voilà, ils nous laissent escalader des rochers. Si on vous laisse faire, c'est qu'on sait que vous êtes capable. Oui. On a confiance. Mais même, oui. Parce que autre chose. Donc c'était à quel âge que votre père vous laissait comme ça pendant des heures sur un rocher au bord d'un torrent? À leur âge. À leur âge. Ouais. Il vous laisserait seul, par exemple, passer la journée? Je dis bien seul, Sur pas le de... canoë? Oui. Ouais, comme ça, au Sur milieu le d'un rocher. canoë, évidemment. S'il y avait des gens autour, sûrement. Mais au milieu d'un étang, je sais pas tellement Un s'ils énorme me étang, laisseraient. Mais comme je le pense lac que Léman. oui, je pense quand même. C'est une question de cadre et de circonstances. Nous, à Madagascar, on est quand même fragile. On est vulnérable, on est dans un univers qu'on ne connaît pas, il y a des bandits de grand chemin, il y a des pièges. Donc là, on leur laisse moins de liberté à Madagascar, c'est normal. Puis On est plus inquiets, on les surveille plus là. Ouais. Mais quand, au fond, vous partez en voyage comme ça, vous êtes bien sûr conscient que vous leur offrez quelque chose d'extraordinaire, même si... Vous avez vu ce qu'ils en retiennent? Oui, mais vous La savez, télé, le film le soir. Parents modestes, hein. vous savez comme moi... Non, mais ça, alors, pour de vrai, qu'est-ce que vous ressentez quand ils en parlent comme ça? Parce qu'eux, ils parlent... Moi, je vois des enfants épanouis, heureux, Normaux. qui voilà. Je crois que ça va se décanter, le voyage, à travers les images et les expériences qu'on aura vécues. Ils en seront fiers un jour, ils se diront oui, grâce à notre aventure, pendant 2 ans, on a construit 3 dispensaires, 4 salles de classe, on a sauvé une forêt, avec des petites grenouilles en voie de disparition dedans. Aujourd'hui, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font parce qu'on est en train de le faire. Mais un jour, on aura un Vous êtes regard... en plein milieu du voyage, hein, il y a Voilà, pas un an. on est revenu J'ai un pas osé mois. leur dire, j'ai pas osé On leur est dire. revenu 3 fois C'est depuis ça. le départ, un mois, pour des raisons privées, personnelles, médicales, professionnelles aussi, pour enregistrer les voix de nos films. Parce qu'on filme toute la journée et ils sont les acteurs de nos films. C'est pour ça qu'on les met à contribution et que parfois on est un peu dur et impatient. Mais le but pour eux, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez leur offrir finalement? Eh bien, une ouverture. Attendez, vous savez quoi, pardon, je vais leur poser la question. Oui. À votre avis, pourquoi vous faites tout ça? Premièrement, parce que c'est le métier de mes parents. Ouais. Donc de faire des Ensuite- documentaires et de voir le monde. Ouais. Ensuite, parce qu'ils aiment. À mon avis, ils ne pourraient pas vivre sans voyager. Et puis, comment dire Mais 3 ans, on part un mois en vacances. Là, c'est Ah oui, 3 ans. mais non, mais au début, c'était prévu 1 an, du coup. Tu t'es fait arnaquer. On imaginait une voiture, une charrette à moteur, avec seulement, on transporte des zébus dans cette voiture. Donc on imaginait que ça allait à la vitesse d'une voiture ou d'un vélo. Tu savais pas que c'était aussi lent. On s'est gravement trompé. Bon, évidemment, encore une fois, donc il le raconte en live, et moi je trouve ça super que vous les laissiez s'exprimer. Vous me dites après si vous êtes fait engueuler. Hein. Oh bah, ils vont se faire engueuler, je pense. Non, mais en revanche, qu'est-ce que vous avez la sensation de leur offrir finalement pendant ces 3 ans? Parce que ça, c'était votre trip, votre délire à vous. Et là, c'est l'idée de l'offrir aux enfants, même si au jour le jour, ils sont sincères. Souplesse, capacité d'adaptation, curiosité, être curieux des autres modes de vie, des autres cultures. Leur montrer la réalité. Des écosystèmes, comment fonctionne la nature, les équilibres fragiles, que tout est lié, et que tout ce que l'on fait a des conséquences sur l'ensemble. Les faire comprendre qu'ils sont importants pour ce monde, ils ne sont pas là innocemment. Ils peuvent agir. Ils peuvent agir. Parce que là, vous ne faites pas que marcher. Non. C'est ça ce qui s'est passé finalement dans ce voyage, c'est que vous vous êtes retrouvés finalement à vous dire, mais on va s'impliquer. En effet, on est derrière la caméra, on est un œil, on filme, on documente, et puis très rapidement, on est passé de l'autre côté de la caméra. On a commencé à agir parce qu'on a vu, c'était la première mission Armada qu'on a filmée, et on a vu tous ces Français extraordinaires qui venaient de France, et aussi des Malgaches, professionnels de santé, qui sont venus, qui payent, eux, c'est un voyage touristique, humanitaire qu'ils font, ils payent 2000 €, je ne sais pas, pour venir là, et ils donnent de leur temps, ils donnent 10 jours de leur temps à soigner 10 heures par jour tous ces pauvres gens en brousse qui n'ont pas accès aux soins. Et j'ai dit, mais mon Dieu, quelle générosité, quelle grandeur d'âme. Les Français sont merveilleux. Madagascar, ça nous aide à aimer les Français. Il y a un effet miroir incroyable. Quand on en croise un en brousse, on est tellement heureux. On adore la France et les Français. Arrêtez le dénigrement franco-français, le French bashing, où on se déteste. On est un peuple extraordinaire, généreux, ouvert sur le monde, pas raciste pour un sou. Les Français, c'est des gens merveilleux. On le découvre à l'étranger. Moi, ça fait 25 ans que je voyage. C'est la première fois aussi qu'on part vraiment dans une zone où c'est francophone, et en plus, il y a une population française très importante. Et on les regarde, on se dit, mais ils sont vraiment bien, ces gens-là.
On le découvre. Et donc, très simplement, on essaie de leur transmettre le fait qu'on peut être utile. Dans le sillage de notre charrette, il y aura des actions concrètes qui sont faites. On fait des levées de fonds, du crowdfunding sur Internet. Le téléphone passe partout à Madagascar, c'est très pratique. On a une clé 3G, on est sur Internet, on a une page Facebook. Donc c'est Magatrek. Madatrek. Et à ce jour, on a distribué 150 000 € à 23 projets, qui sont des projets scolaires, des projets sanitaires, des projets environnementaux, de protection de la nature. C'est pas nous qui finançons, c'est les généreux Français donateurs et les Malgaches qui nous suivent en France qui donnent un petit peu, qui cotisent. On a à chaque fois 200, 300 donateurs pour chaque projet. Et au final, il y aura ces petits projets qui seront semés derrière notre charrette. Et voilà, ça nous comble le cœur de savoir que notre marche n'est pas totalement inutile. Et on espère qu'ils conserveront l'esprit d'aventure, même s'ils ont une vie sédentaire derrière un ordinateur toute leur vie. On ne sait pas ça. On leur donne des clés, on espère qu'on leur donne des clés, quel que soit leur métier, leur profession dans la vie. Bon, et comme nous, on ne peut pas partir avec vous, parce que là, dans la charrette, il n'y a pas beaucoup de place, donc les clés de tout ce que vous avez vécu, toutes ces expériences, qu'est-ce qu'elles vous ont transmis de l'existence que vous aimez transmettre à votre tour? N'ayez pas peur. L'éloge de la simplicité. Ça a l'air très compliqué tout ça, mais nous, on vit une vie hyper simple. On marche toute la journée, comme on travaillerait toute la journée, se concentrer sur les choses que l'on fait. Et les petites choses, ne pas avoir honte des petites choses. C'est en faisant des petites choses qu'on finit par faire éventuellement, avec un regard dans le coup de rétro, des grandes choses. Comme je vous disais, les 14 000 km en Afrique, on n'a pas fait 14 000 km. On a fait 20, plus 20, plus 20, plus 20, plus 20. Et au final, ça fait 14 000. Là, à Madagascar, c'est encore plus lent. On fait du 2,5 km/h. C'est même une école de la vie. Éloge de la lenteur. Ah, mais c'est plus qu'une... C'est le supplice de la lenteur. On va un peu plus vite. Non, on est très très lent, plus lent que la marche. On fait 15 km par jour maximum, donc ça doit rabattre nos prétentions et nos ambitions. On est plus lent, donc on y consacre plus de nous-mêmes aussi. Bon, on va reparler de ça, mais auparavant, je voulais vous présenter des gens que, à mon avis, vous allez adorer. Ce sont mes amis dénicheurs. Je les appelle des amis dénicheurs parce qu'ils sont un peu comme vous. Ils vont chercher du positif là où il y en a. Et notamment, voilà, vous avez vu le monde et vous voyez comment par des petites choses comme ça on peut changer le monde. Et eux s'intéressent à la même chose. Ils découvrent tous les jours qu'il y a des Français formidables qui s'attaquent à des fléaux qu'on croit être des fatalités. Et ils s'intéressent aux solutions, et notamment aux solutions qui marchent. Tout ce qui crée du lien nous fascine, nous intéresse. Et je les vois déjà arriver, mesdames, messieurs. Bonjour. Luc, Brigitte et Mathieu. Bonjour les enfants. Je laisse vous installer, vous les camarades. Et je vais présenter mes amis. Je pense que vous allez bien vous entendre. Mon camarade Mathieu, qui est là, est historien. Historien et prospectiviste. Alors prospectiviste, c'est l'histoire, c'est le passé, mais lui c'est le futur qui l'intéresse. C'est de quoi sera fait demain. Alors on peut le subir, mais on peut aussi le préparer. Et il a créé quelque chose d'incroyable, l'Institut des futurs souhaitables. Il y a une centaine d'experts qui sont des scientifiques, mais aussi des artistes qui travaillent au monde de demain. Et donc, donc je pense que vous ne connaissiez pas encore? Non, pas encore. Bon, alors de quoi on va parler, Mathieu, aujourd'hui? Fred m'a dit que dans toutes vos pérégrinations, vos voyages, le sourire, c'était un peu la porte d'entrée finalement vers l'autre. L'artiste dont je vais vous parler ressent exactement la même chose avec son œuvre, Elix, ambassadeur du sourire. Vous en avez entendu parler? Si. Il a commencé sur un carnet. Ah, c'est quoi pour toi? C'est une série. Ça c'est de la prospective. Pas encore, bientôt. Elix a commencé sur un carnet, crayonné comme ça, et il est en train d'aller vers la Station Spatiale Internationale, c'est de ça dont on va parler. Donc c'est un petit personnage qu'on peut voir sur Internet, c'est ça, et qui est en train de devenir planétaire. Donc finalement c'était quelque chose de très simple et qui est quelque chose qui est en train de toucher toute l'humanité. Ce qu'on va voir dans un instant. Brigitte, alors Brigitte, on se connaît depuis 16 ans et demi. Elle est dans ma vie depuis 16 ans et demi. À chaque fois qu'elle me présente quelqu'un, que ce soit hors caméra ou devant la caméra, elle me dit tu vas voir, tu vas l'adorer. Elle se trompe jamais. Brigitte, on va parler de quoi? Alors on va parler du rire et de l'optimisme. Et quand on a le moral à plat, si on s'amusait à rire aux éclats, peut-être que tout irait mieux. Mais le rire, c'est sérieux malgré tout. Oui, oui. Oui, gâche tous mes effets. Le rire est sérieux. C'est-à-dire? Eh bien, c'est même devenu une science. Voilà. Paf, tu le savais? C'est devenu une science. Oui. Alors Luc, je dis souvent, son père ne me croit pas, mais c'est vrai, c'est l'homme que j'aimerais être. D'abord parce qu'il a été homme au foyer pendant 8 ans, il a suivi sa femme. Et ça fait toujours son petit effet. Il est intéressé par tout ce qui crée de la chaleur et du lien dans cette société. Et donc on va parler de quoi aujourd'hui? Eh bien moi, je vais vous parler d'un magicien du rire. D'un homme qui a réussi à faire rire des gens pour qui c'était pas gagné. Alors cet homme, je vais vous le montrer. Cet homme, il s'appelle David
Ken. C'est un grand photographe. Il a 54 ans, il est belge. Et lui, il s'est dit, et si on faisait rire les gens grâce à la photographie? Alors ce monsieur, il a créé le LOL Project. Vous avez entendu parler de ça? LOL Project. Alors LOL, ça veut dire laugh at loud. Ça veut dire mort de rire. Hein, voilà. Et ce projet, en fait, il a voulu le créer tout d'abord avec les enfants qui sont à l'hôpital. Je ne sais pas si vous savez, mais chaque année, en France, eh ben, il y a 2 millions d'enfants qui sont hospitalisés. Alors certains restent pas très longtemps, mais il y en a d'autres qui sont très malades. Alors il photographie les enfants, mais il photographie aussi les papas, les mamans, les accompagnants, le personnel de l'hôpital. Et là, on l'a suivi dans un reportage. Il était à Robert-Debré il y a quelques semaines. Et c'est un très beau reportage d'Alexia, Antoine et Joseph. C'est à quelle heure, lol? C'est dans 8h15, dans, allez, maximum 1h30. Très très jeune, j'ai pu travailler pour des grands magazines de mode. C'était la belle vie. On était sans doute surpayés, surclassés dans les avions, sur toujours quelque chose. Je trouvais que ça n'avait pas beaucoup de sens. Je subissais un métier, donc j'étais plus à ma place. Le LOL Project, en fait, existe depuis 7 ans. Le premier objectif, c'était on va faire du bien en faisant rire à l'hôpital. Bonjour mademoiselle. Comment tu t'appelles? Maïsan. Waouh. Je sais pas si vous êtes d'accord. C'est joli. T'as quoi? T'as 18 ans? Bonjour. T'as quel âge? Attention, on y va. On peut rentrer dans une intimité assez rapide et quelqu'un qu'on ne connaît pas peut se lâcher, se confier. Et on fait une rencontre. J'aime ce moment de rencontre, même furtive. Ce qu'une photo, ce qu'une image, ce qu'un moment partagé peut donner dans la tête d'un enfant qui a le cancer, qui sort de chimio, qui est devant vous avec sa maman, c'est magique. J'ai vu mes enfants rigoler, ça me fait du bien. Ils oublient un peu leur hospitalisation, la maladie et tout. Regarde-la. Ce qui m'a marqué, c'est la petite Lola, peut-être parce que c'était pas gagné, c'était pas évident. Ouais, c'est top. Bon, et pourtant on a tous entendu ce rire, on a tous vu ce rire, et c'était du sincère, du lâcher prise. Voilà, maintenant tête contre tête. Oh, allez là. Ah, c'est pas quand t'es dur, hein. Ah oui, j'avais dit. Elle a l'air sûre. Attention. Prenez vos têtes. C'est pas possible. De fil en aiguille, j'ai instauré des petits jeux, une manière de fonctionner qui fait que les gens oublient l'appareil photo et je chope ce petit moment-là, ce petit moment pour moi précieux parce que parfois il se passe qu'une seule fois et donc il faut être prêt. C'était bien éclaté quand même. Je savais que ça lui plairait. Ah ouais, mais attends, heureusement que tu étais là parce que lui il comprend rien. Déjà ça nous sort de notre chambre. Pendant quelques minutes, on est effectivement en dehors de l'hôpital et on se sent vraiment libre de la contrainte du quotidien. Ouais. Attention, les bomberos. On y va, venez. Il y a bien sûr les patients, mais il ne faut pas oublier les soignants et les gens qui les entourent. Parce que les héros du quotidien, ben, c'est ces gens-là, ils sont en blouse blanche, ils sont dévoués, je les respecte au plus haut point. À chaque photo que je prends dans ce projet-là, il y a l'essence même de l'image, de la photo. J'adore l'instant volé, j'adore l'instant capturé. Alors là, il est préparé, mais il est toujours une surprise. Il y a des LOL, ce que j'appelle les LOL historiques. C'est ce LOL rarissime où je montre cette photo à n'importe qui. Il ne peut pas regarder 5 minutes sans ressentir du positif. C'est quand même magique. Souvent, on me dit merci d'être venu, merci. Mais c'est l'inverse. Faire du bien, c'est un privilège. C'est aux autres qu'il faut dire merci. Ça changerait peut-être la manière de voir les choses. Magnifique, hein? Un artiste, hein?
Un artiste du bonheur, c'est le photographe. Qu'est-ce qui vous touche autant? Moi, j'ai vu la jeune fille tétraplégique, et évidemment, ça a été de voir que la joie existe à l'intérieur. Hein, le corps est une prison, un carcan, mais le feu brûle à l'intérieur. Il ne faut jamais considérer les malades comme des êtres diminués. Avec mon épouse au Brésil, avec Diego, un petit enfant paralysé cérébral. Perdu, abandonné, et il a été adopté par l'association. Et le premier contact avec les enfants, c'est par le rire. Et de voir tous les enfants de la ferme qui accueillaient ce petit Diego et qui le faisaient rigoler, et Diego qui s'est révélé à eux grâce au sourire, c'était des moments comme cela. Sonia? Magnifique. Il le dit lui-même, hein, j'ai gagné trop d'argent, j'étais surpayée, je ne méritais pas ce que je faisais, mais est-ce que je faisais quelque chose qui avait du sens? Et lui, il est allé chercher son sens. Il ne s'est pas installé confortablement dans... C'est ce qui nous intéresse. C'est un hommage au corps médical, là encore. Moi, j'en suis vraiment... Moi, je suis amoureux. Dès qu'il y a une blouse blanche, je tombe amoureux. C'est incroyable. Ce que l'on doit à ces gens-là, on va tous passer entre leurs mains. Moi, je suis déjà passé entre leurs mains. Mais on va tous passer entre leurs mains. On va tous avoir des accidents de la vie. Et ce photographe rend hommage au corps médical qui s'occupe de ses enfants au quotidien. Un extraordinaire projet, évidemment, parce qu'en plus, comme il le dit, c'est que non seulement il y a la personne qui vit l'instant, mais le simple fait de voir ses sourires provoque quelque chose dans le cerveau. C'est neurologique. Hein. Donc cet homme fait du bien. Et j'ai un bon copain, moi, qui est ici, donc, là. Mathieu, tu as été photographié? Qui s'appelle Mathieu, et qui est passé par les mains, par l'objectif de cet homme. Par son alchimie. Jamais vu rire comme ça, en plus. Oui. Non, mais c'est une alchimie incroyablement subtile. Et je ne savais pas qu'il était belge, ça ne m'étonne pas. Non, mais cette belgitude, qu'est-ce que c'est cette généralité qui vous met à l'aise. Juste qu'il y ait une autodérision de vous-même qui vous rend imprenable sur la vie et sur les rocs d'en face, je comprends mieux. Donc ça dure 30 minutes, ça. Hein, et il a une alchimie incroyable qui vous met à un état et à un point précis, le lâcher-prise. C'est le moment où vous n'avez pas d'autre choix que d'être vous-même. Et ça fait ce genre de choses. J'ai envie qu'on l'applaudisse, ce garçon. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Bravo. Alors, tu parlais donc, Mathieu, tout à l'heure de Elix, donc ce petit personnage sur Internet. Alors, il apparaît où? Il est créé par qui? Et qu'est-ce qu'il est en train de changer? Parce que pour toi, il est en train de changer le monde. Ouais, Elix, c'est une nouvelle mascotte du web. Hein. C'est un phénomène artistique qui a été créé par Yassine Aïd Kassi, dit Yak. C'est un petit personnage qui est sur un petit carnet. Un petit carnet, c'est vraiment dans le plus simple appareil. C'est vraiment un petit personnage qui commence tout simplement dans la main de son créateur, Yassine Aïd Kassi, qui est un digital street artist. Alors digital parce que c'est évidemment sur le web qu'on le voit, même si parfois on a la chance de l'apercevoir dans des grandes affiches, notamment sur les quais de Seine. Et street artist parce que son univers c'est la rue et surtout la ville, et particulièrement Paris dont il est éperdument amoureux et où il s'incruste avec humour. Regardez comment un petit moment de zénitude face à Notre-Dame peut rendre l'instant un peu magique. Regardez aussi comment elle se met en l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, prendre tel un rhétor la parole comme il se doit, et puis comment il se la coule douce aussi à Paris-Plage. Et puis comment il a de l'attention pour cette vieille dame parisienne qui est la Tour Eiffel. Cette photo a été vue 1 200 000 fois sur les réseaux sociaux, donc ça a été un petit événement de poésie du quotidien. Et puis, il apprécie les couchers de soleil, un peu comme ces cariocas, ces habitants de Rio de Janeiro qui, au pied du pain de sucre, se prennent le moment de regarder le soleil tomber. S'il le fait bien, le soleil se couche. S'il le fait bien. S'il se couche bien, oui. Et puis, surtout, cette petite chose est devenue ambassadeur virtuel de l'ONU, le premier ambassadeur virtuel de l'ONU, parce qu'il est engagé, Elix, il était à la COP21, donc cette assemblée où des nations ont essayé de prendre ensemble la décision de juguler le réchauffement climatique. Il a été nommé premier ambassadeur virtuel de l'ONU. Il va même être transporté sur la station spatiale internationale. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est que en quoi, toi qui es historien, prospectiviste, ça raconte quelque chose de nos sociétés? Moi, je trouve qu'avec peu de moyens, donc un peu low-tech, ça poétise la ville et la vie. Parce que le partage est au cœur de cette aventure. Pour lui, Elix est un ambassadeur du sourire, et comme vous l'avez éprouvé, le sourire, c'est ce qui se partage le plus dans l'humanité. C'est la première porte de l'échange. Exactement. Et tout le monde est égal face à un sourire, et un sourire d'enfant particulièrement. Donc il veut redonner ce sentiment universel de sourire d'enfant. Et en plus, il vous donne les moyens de prendre Elix avec vous, avec des Elix parties. Il vous donne un certain nombre de cartes postales, et à vous d'inventer la vie qui va avec.
ce que j'ai fait pour aujourd'hui en le convoquant un peu dans la cuisine ce matin. Oui. Il avait aussi faim que toi. Ah oui, ils ont terminé Et surtout, il s'est invité avec malice exactement là où tu es assis pour essayer de prendre son temps. Génial. Donc en fait, il propose à tous les êtres humains de la planète de pouvoir jouer avec ça et ces petits dessins, et on peut les incruster dans des décors et faire exister ce personnage virtuel. Mais donc c'est une sorte de complicité planétaire. Exactement. Il a fait d'ailleurs un tour du monde sans carbone, puisqu'en donnant la même carte postale à tout le monde, en Iran ou à San Francisco, ils ont fait des Helix Party au même moment. Quand Mathieu parle, à chaque phrase, j'ai envie de faire un t-shirt. En tout cas, vous l'avez compris, c'est une super rencontre entre le virtuel et le réel, empreint de simplicité, d'évidence et de beaucoup de poésie. Bon, on applaudit cette Ouais, bravo. Donc Brigitte, tu nous as parlé du rire tout à l'heure et des thérapies par le rire. On a parlé effectivement du rire médecin à l'hôpital. Et donc, parce qu'on a du mal à prendre ça au sérieux, je fais exprès de le dire comme ça, parce que le rire, c'est un état de décontraction. Et donc, on a du mal à imaginer qu'on puisse rire sur commande, en fait. Et en quoi c'est une thérapie? Alors, donc il existe une thérapie qui s'appelle la rigologie. En 1995, un docteur indien, le docteur Kataria, se rend compte que ses patients se rétablissent mieux quand ils s'amusent, quand ils rient. Alors, en sortant de chez lui, il voit dans la rue, il voit des personnes qui sont en train de faire du yoga et du tai chi, comme ça. Je rappelle qu'on est en Inde et pas à Paris. On est en Inde, oui bien sûr. Il passe devant une école, il voit des petits-enfants qui sont en train de rire et il se dit voilà, c'est ça. Il faut que j'allie la mécanique du rire et le yoga. Et donc, il crée le premier club du rire. On voit à peu près ce que c'est. Oui. Et donc, la thérapie du rire, enfin, c'est quoi la technique du rire? Enfin, c'est quoi la technique? Alors, ils font des étirements au début de la séance. Ils respirent comme quand ils font du yoga. Et puis, petit à petit, ils se détendent. Ils commencent à s'approcher les uns des autres et à rire. Et à la fin, ils s'allongent pour se relaxer. Et puis là, ils attendent que le fou rire vienne. Et alors, ils sont tous allongés comme ça en rond. Et ils rient, ils n'en peuvent plus. Et puis après, ils se relaxent. Voilà. Mais c'est le ridicule de la situation qui les fait rire. Je suis d'accord avec toi. Et alors, il y a une Française qui s'appelle Corinne Cosseron, qui un jour voulait changer de vie. Et puis, elle voit une vidéo de ce docteur Kataria. Et elle se dit, mais c'est exactement ce qu'il me faut dans ma vie. Et elle a fait un peu le tour du monde pour trouver toutes les techniques qu'elle pouvait, ancestrales, toutes les thérapies possibles. Et elle a fondé son école du rire, parce qu'elle fait des grands rassemblements sur la plage de Frontignan. Regardez, on vous montre un petit extrait. 500 personnes. 500 personnes. Hein. C'est surprenant, mais il rit. C'est contagieux. Mais oui. Il doit y avoir des courbatures terribles. Je me demande. C'est terrible. Oui. Ils doivent en prendre un coup. Mais alors, justement, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça apporte? la santé, physiologiquement Eh parlant? ben, Ça apporte, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr et certain. Alors, ça donne plus confiance en soi. Ça lutte contre le stress. On dort mieux. Ça améliore la digestion aussi. Il y a plein de choses comme ça. Ça a été prouvé scientifiquement. Mais oui. Oui, parce qu'il y a un truc Parce qu'il y a plein de médecins. On sécrète Oui, il y a énormément d'endorphines. l'endorphine. L'endorphine. Voilà. Il faut le soir, avant de s'endormir, il faut Bailler se et forcer. rire. Ah bon? Se forcer. Et si pendant 2 minutes, c'est dur à faire hein, comme Oui. exercice, mais je l'ai déjà fait pour C'est rigoler. vrai? Et si on sourit à fond À se pendant décrocher 2 la mâchoire. minutes, Oui. ça envoie des petits messages qui disent là-haut ah ben elle est heureuse, même si c'est forcé, parce qu'on n'est pas du, c'est pas du tout parce qu'il y a je un vais le stimuli joyeux, mais on le fait, et bien ça déclenche quelque chose qui déclenche une sorte de bien-être. Mais je peux Après, pas avant de dormir, c'est très bien. Génial. Je peux comprendre parce que je sais qu'on lutte contre la dépression comme ça. Et ils ont découvert que les gens qui sont en dépression se tiennent voûtés. Oui. Et on leur demande de se redresser et ça envoie une information au cerveau qui consisterait à dire ben non, tu n'es pas déprimé. Ou donc, ça, je peux comprendre ce que vous Le dites. corps est une machine bien faite, hein, et le rire est le Et on propre peut de l'homme. manipuler le cerveau en fait. Et il est reconnu qu'une minute de rire égale 45 minutes de relaxation physique. Ce qu'il y a d'amusant, c'est que cette dame a demandé aux personnes qui étaient dans ces séances, elle leur a demandé « Mais qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait du bien, etc. » Et ils ont dit des choses à laquelle elles ne s'attendaient pas. Ils ont dit « Moi, ça m'a permis de pleurer. » Ou moi, ça m'a permis de... Enfin, ça ouvre une porte d'extérioriser. Ça ouvre une porte sur les émotions. Et il faut savoir qu'une séance, ça coûte 3 € ou 8 € pour 1h30. C'est pas la peine de s'en priver.
Hein, moi, je vous dis, il y a... Non. Les comiques sont des bienfaiteurs. J'allais le dire, je pensais. Oui, et c'est Victor Hugo qui disait que les humoristes étaient des distributeurs d'oubli. Donc effectivement, donc rire. Donc la rigologie. La rigologie, devenez rigologue, c'est sympa. La rigologie. Je crois qu'en fait, je crois que c'est ça qui fait rire en fait. Il faut pas avoir peur du ridicule, il l'a dit. De toute façon, oui, c'est ça. On a raconté leur histoire d'amour extraordinaire dans le sens où, au sens étymologique du terme, puisque ce sont deux grands romantiques. Et donc, je peux vous dire qu'ils ont passé leur vie à se manquer. Donc, résultat, plus tard, 25 ans plus tard, 2 enfants sont là, ils parcourent le monde. Et puis, moi, je trouve formidable, c'est que vous avez envie de partager. Parce que, évidemment, vous pourriez garder ça pour votre métier. Et donc, votre métier, c'est de partager. C'est assez hallucinant. Et donc, je trouve ça génial parce que d'abord, il y a un DVD qui s'appelle Mad at Trek, où là, on partage cette intimité. Et comme, encore une fois, tout ce qui est personnel est universel, forcément, ça peut donner des idées. C'est très inspirant. Et on peut le voir aussi sur Voyage, la chaîne Voyage, sur France O également, on voit des images. Faites attention, c'est contagieux. Voilà, Sonia et Alexandre Poussin avec les enfants, donc Ulysse et Philae. Et puis ça c'est très important parce qu'on se dit mais dans cette vie extraordinaire, comment on peut tirer des clés pour notre vie? Vous l'aviez écrit, ça s'appelle Marche avant, Vademecum à l'usage des aventuriers de grands chemins et des voyageurs immobiles. Ça veut dire que c'est pour nous tous. Ouais, la marche arrière est impossible dans la vie. C'est ça qu'il faut retenir, il faut avancer. Ouais. Et tu avais un livre, Mathieu, à montrer? Oui, moi aussi j'ai un livre, justement, puisque Élix, et c'est là où le prospectiviste vous fait un cadeau finalement, puisqu'il a eu le génie, à travers son art et son esthétique, le mélange du beau au service de l'utile, de raconter tous les sujets que moi j'essaye de raconter dans l'Institut des Futurs Souhaitables, qui sont les sujets de demain à destination des enfants de 10 ans. Et donc, des sujets comme la permaculture, comme l'agroécologie, comme aussi la technologie, comme aussi le départ sur Mars qui est programmé par Elon Musk. Et ça s'adresse à tous ceux de 9 à 999 ans, puisqu'on parle aussi du recul de la mort, qui serait peut-être un projet qui couve. Donc si des enfants de 10 ans peuvent comprendre, il n'y aura plus vraiment de prétexte aux autres pour ne pas. On sait à qui tu vas les offrir. Exactement. Parce qu'ils ont 6 heures avant d'attendre que la rivière puisse être traversée. Donc, merci les enfants, merci de votre spontanéité. Mais si les enfants le lisent, les adultes, ils croient que... Si les enfants aiment, après les adultes, ils croient que c'est des livres pour enfants. Non, pas moi. Mais eux, oui. Je te promets, je lis tous les livres avant. On nous a dit qu'il fallait cultiver un cœur d'enfant. Bon. Même les adultes doivent le faire. Et aussi, on pourrait, pour mieux dormir avec le rire, on pourrait juste avant de s'endormir, on se prend une petite bouteille de gaz hilarant. Ça serait de la triche, ça. Il n'y a pas de langue dans sa poche. Hein. Quand je pars en randonnée avec mon fils, il peut parler pendant 8 heures. Imagine. On a le même à la maison. Ça, moi, c'est pire. On a le même dans la charrette. Bon, en tout cas, merci les enfants, merci de m'avoir présenté votre famille. Merci Alexandre et Sonia, parce que vraiment, c'est super. On a envie de regarder vos images et puis d'appliquer ça dans nos vies. On n'est pas obligé de partir de traverser l'Afrique. On peut partir juste déjà marcher 2 jours. On peut commencer par ça. Parce que moi, ce que j'ai retenu de votre histoire, c'est qu'on ne peut pas partir 14 000 km. On part juste aujourd'hui. Voilà. C'est juste étape par étape. Une vie se vit au jour le jour. Voilà. Et la morale de l'histoire pour l'histoire d'amour, vous avez mis votre amour à rude épreuve, finalement. Et qu'est-ce qu'on retient? C'est quoi qu'on peut... Sans épreuve, il n'y aurait pas de sel. D'accord. C'est le sel et le piment, les épreuves. Donc évidemment, si la vie était facile et comme du papier à musique, il n'y aurait plus rien, ça serait plat. L'électrocardiogramme, il fait ça. Ok. L'important, c'est de faire battre le cœur et de conserver cette unité de la famille, ne pas l'éclater. Aucune épreuve est réellement infranchissable. Je retiens ça. Merci les camarades, merci de partager. Et comme dit le poète, ne pas partager est une perte de temps. Alors merci à vous tous de nous avoir fait gagner. Merci beaucoup. Merci. Si vous aimez les belles rencontres, demain vous serez bouleversé par le témoignage de Pascal Papé. Derrière ce colosse, star du rugby français, se cache un petit garçon marqué à jamais par une blessure terrible, celle d'avoir été abandonné par sa mère biologique alors qu'il n'était qu'un nourrisson. Derrière ce traumatisme profond, il a puisé une force pour se construire et exister. Quand je vais au stade retrouver les copains, j'appartiens vraiment à une équipe. C'est des moments où j'oublie tout. J'ai tellement subi dans mon enfance que sur le terrain, je serai le dernier à subir. On est tous avec une étoile au-dessus de la tête, à force de grands coups d'épaule. Cette étoile, elle va scintiller. Elle est belle pour moi.